Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 29 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui dans le Basket Lab, on va parler d'un sujet qui a fait pas mal de remous ces derniers temps, puisque on va parler de Marcus Smart, défenseur de l'année 2022. Alors, plus précisément, qu'est-ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui ? Déjà, ce que je peux vous dire d'entrée de jeu, c'est que aujourd'hui, on va pas refaire la course entre plusieurs candidats. On va pas refaire le duel entre Marcus Smart et Rudy Gobert. On va pas sous-peser chacune des candidatures et dire lequel est notre gagnant. Est-ce que Marcus Smart aurait dû gagner ou pas ? Voilà, on va pas trop essayer de faire ça, mais plutôt, j'avais envie de parler de ça parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, non pas sur la course au défenseur de l'année 2022 en particulier, mais plutôt sur le trophée de manière générale. Et notamment, vous avez sans doute vu qu'il y a eu pas mal de conversations ces derniers temps quand le vainqueur a été annoncé. Il y a eu pas mal de débats assez polarisés et donc je me suis dit on va allumer le micro, on va essayer d'en parler tranquillement et essayer de disséquer à la fois donc le côté du mérite sportif de Marcus Smart, mais aussi, dans un deuxième temps, parler plus généralement de ce que fait la NBA avec les trophées, le problème des critères, etc., etc. Et donc, pour parler de ça, une nouvelle fois, on reçoit Antoine Tartrou sur le podcast, que vous connaissez très bien maintenant. Antoine, membre de Basket Info et surtout du podcast de l'Écho des Parquets, bien sûr. Puisqu'Antoine, je sais qu'il est un peu comme moi, c'est un sujet qui lui tient à cœur. Donc, je savais qu'il avait plein de choses à dire, lui aussi, de ce côté-là. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler de Marcus Smart et plus généralement du trophée de défenseur de l'année. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc on se retrouve pour parler de Marcus Smart et du trophée de défenseur de l'année. Et vous allez voir que on va pas tellement parler de la course en elle-même, Marcus Smart contre Rudy Gobert ou contre d'autres candidats, mais aujourd'hui je voulais parler notamment du trophée de manière un peu plus théorique. Et donc on reçoit encore une fois Antoine. Salut Antoine. Salut Guillaume, ça va ? Ça va. Comment j'allais dire comment ça va, mais surtout oui, on a une actu tous les deux en ce moment avec l'Écho des Parquets. Ah oui, c'est vrai, tu m'as fait douter de ton instant. J'ai dit, comment ça, on a une actu? Oui, effectivement, on a enregistré récemment, alors que les séries débutaient, souvent le match était fini. Et c'était très intéressant, très sympa. On avait N5 de QI Basket et voilà, ça faisait plaisir de revenir un peu dans le jeu des playoffs et des débuts d'ajustement et d'analyse tactique et tout ce qui va avec. Donc, ouais, c'est cool. C'est vrai que ça devient un événement maintenant qu'on a une actu l'Écho des Parquets. Donc, mais évidemment, on vous encourage quand même à aller écouter ça. Oui, donc je t'ai fait venir aujourd'hui. Je t'ai pas prévenu il y a si longtemps que ça d'ailleurs, pour venir discuter un peu tranquillement, un peu en mode free flow de ce sujet qui nous tient un peu à cœur tous les deux, je pense, notamment parce qu'on en parle beaucoup en antenne ou même c'est un peu un de nos marronniers même, on peut dire, je pense, discuter des trophées. C'est vrai qu'il y a un peu toujours cette ambiguïté, là je vais parler de moi, je te laisserai toi dire si oui ou non, mais un peu toujours cette ambiguïté de trouver ça important, les trophées individuels, les récompenses individuelles, mais en même temps de savoir aussi que le système n'est pas parfait, que les votants sont loin d'être parfaits, même encore pire. Donc il y a toujours un peu cette ambiguïté de oui, c'est quelque chose d'intéressant et d'important, mais en même temps, est-ce que vraiment on doit leur donner une énorme importance à l'échelle de l'histoire notamment ou ce genre de choses ? C'est vrai qu'il y a un peu toujours cette ambiguïté, quoi. Il y a un peu, mais bon, moi en fait, je trouve toujours que d'un point de vue personnel, le débat peut vraiment amener des choses intéressantes, quoi. Et en réalité, quand je dis intéressante, c'est que vous allez vous délaisser de plus en plus en fait des joueurs, mais des qualités, des défauts qu'ils vont représenter, et d'essayer de comprendre, du point de vue du basket en général,
qu'est-ce qui est très important, qu'est-ce qui est un petit peu moins, où est-ce qu'il faut mettre l'emphase. Et voilà, c'est ça que plein de monde ne voit pas l'intérêt. Moi, je trouve que c'est souvent une manière, quand c'est bien fait un peu, une manière fun de discuter en fait de choses qui ne sont pas du tout théoriques, mais finissent à la fin par être très pratiques sur la façon dont on appréhende, on essaie de comprendre un match de basket. Oui, tout à fait, tout à fait. Déjà, moi, la première chose, donc là aussi, je peux te lancer de suite et te demander ton avis. Première chose, moi, c'est vrai que j'étais quand même assez surpris. Au final, que ça soit lui qui remporte le trophée, même si, bon, une fois que ça a été fait, je peux comprendre un peu le raisonnement et je peux arriver à l'expliquer de comment est-ce qu'on en est arrivé là, à ce que Marcus Smart donc soit le vainqueur du défenseur de l'année 2022. Mais voilà, moi, le premier truc, ça a quand même été un peu un effet de surprise. Je m'attendais quand même, malgré les critiques et malgré la lassitude, on va en parler, autour de Rudy Gobert ou d'autres candidats, je m'attendais quand même pas à ce que ça soit Smart qui l'ait. Toi, déjà, première réaction, surpris ou pas du tout? Un peu moins que toi, je pense, du fait que c'est vrai que maintenant, comme de toute façon les votes sont rendus publics, un certain nombre de journalistes en profitent pour révéler en fait leur choix en avance et l'expliquer. Et ce qui fait qu'on a même, notamment je crois sur Reddit, certaines personnes qui tiennent un peu les comptes, font des sortes de sondages, et à partir de là, en extrapolant, on peut deviner des fois s'il y a un certain consensus assez rapidement vers où le trophée se dirige. Donc voilà, j'avais bien vu cette bulle en faveur de Smart apparaître dans les dernières semaines. Et c'est vrai que du coup, au moment où l'annonce a été faite, pas vraiment surpris, peut-être un peu plus surpris. J'ai plus les scores en tête, mais un peu de la marge. Je pensais pas en fait que ça allait être autant consensuel, quoi. Du coup, c'est plus, on va dire, sa marge de victoire qui m'a un peu plus surprise. Pour le coup, c'est vrai que moi, je suis doublement surpris dans le sens où le coup de ne pas le donner à Rudy Gobert, qui en plus a quand même ses défauts. En tant que joueur et sur le plan médiatique, n'est pas forcément américain, ça plaît pas non plus beaucoup forcément tout le temps aux votants. Mais quitte à avoir ce genre de surprise, je pensais que le coup de on va récompenser une bonne équipe, je pensais vraiment que ça tomberait sur Michael Bridges, pour le coup, à Phoenix, pour un peu récompenser la bonne défense et la bonne équipe de Phoenix en général. Je pensais que quitte à avoir une surprise, ça serait plutôt lui. Donc pour le coup, j'ai été doublement étonné que ce soit Smart. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire aussi d'entrée de jeu? Est-ce qu'a priori on est d'accord avec ça ou pas? Est-ce que tu parlais d'une certaine, comment dire, je trouve plus mes mots. Tout le monde était un peu d'accord, pardon. Le consensus. Sur ça. Consensus, merci. Au niveau des votes, toi, quel est ton avis à toi, très personnellement? Est-ce que tu étais plutôt dans cette vague-là ou pas tellement? Pas tellement. Pas tellement, et ça vient du fait qu'on on va dire que c'est un côté peut-être très idéologue, mais c'est un trophée où je suis assez favorable aux intérieurs en général, tout en sachant que je suis quand même prêt à accepter des exceptions. Kawhi Leonard en 2015 n'avait rien d'un intérieur. Et si même à l'époque j'étais un peu favorable à Draymond Green, je comprenais totalement le vote pour Kawhi Leonard. Il y a des fois vraiment des joueurs d'exception sur le périmètre qui peuvent, de mon point de vue, être mis sur le même plan que les tout meilleurs défenseurs intérieurs. Mais pour Smart, c'était pas vraiment mon cas. Je pense qu'on explicitera soit tout de suite, soit plus tard, mais c'était pas vraiment mon cas. Du coup, j'étais pas vraiment d'accord. Mais de l'autre côté, je sais que j'étais resté assez méfiant sur ce point de vue, ou plutôt humble du fait que beaucoup de personnes dans la sphère, notamment anglophone de Twitter, de la NBA, niveau analyse, des personnes à qui je fais vraiment confiance, il y en a un certain nombre qui ont penché en faveur de Smart. Donc c'est peut-être là où je dis si ces personnes à qui je fais confiance qui penchent vers Smart, il y a peut-être des choses que j'ai pas vues, des points qu'il faudrait que je comprenne mieux, mais souvent en lisant ces personnes, j'étais pas vraiment convaincu au bout. Alors peut-être que je suis très biaisé, mais voilà, à mon sens, j'ai pas trouvé les arguments qui m'ont fait dire ok, d'accord, j'avais pas vu ça sous cet angle, je comprends mieux.
Et voilà. Et du coup, c'était pas vraiment mon cas. Donc, ouais, c'est un vote avec lequel, je sais pas que j'étais outré ou quoi que ce soit, avec lequel j'ai eu un peu de mal. On en parlait un peu en antenne tout à l'heure, là. C'est vrai que ça nous rappelle un peu la course au défenseur de l'année il y a quasiment 10 ans, pour Marc Gasol en 2013, où c'est vrai que Gasol avait eu un peu le trophée un peu par surprise également. Alors je sais pas si on peut parler de surprise pour cette année, hein, tout est relatif évidemment, mais il avait eu un peu le trophée Gasol, lui, pour le coup, en étant un peu surprenant, et surtout avec une candidature assez tardive, hein, finalement. Je crois même à l'époque, tu me contrediras, mais il y avait notamment un article de Zach Lowe qui était paru au mois de mars ou avril, dans cette période-là. C'était le début qui avait un peu lancé la hype, hein, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Je pense que plein de monde ne considérait pas ou peu à Marc Gasol avant, et Zach Lowe qui déjà, hein, à l'époque, était un peu l'une des grandes voix de l'analyse NBA. Voilà, elle fait tout un article très pro Marc Gasol, très étayé, très intéressant. Et c'est vrai qu'à partir de là, voilà, il n'y a pas de preuve pour dire que ça ait un effet avalanche, mais on sentait bien que il y a eu un peu un avant-après cet article. Et je pense que d'ailleurs c'est peut-être pas pour rien, pour le coup, que si Gasol avait été élu défenseur de l'année, je crois qu'il était même pas dans la All Defensive First Team. C'est ça, ouais. Et du moins il y a peut-être une égalité, je sais plus. Non, en fait, il était même pas dans aucune des deux, ouais, dans mes souvenirs. Et du coup, la NBA, parce qu'en fait, en plus, c'était même pas on va en parler, mais All Defense et le trophée de meilleur défenseur, c'est pas les mêmes votants. Et du coup, Marc Gasol, défenseur de l'année, n'était pas dans les All Defense. Et la NBA s'était un peu arrangé en disant qu'il y avait une égalité entre DeAndre Jordan et quelqu'un d'autre dans le premier 5. Du coup, il y avait 6 personnes dans le premier 5. Et comme ça permettait de remonter Marc Gasol dans le deuxième 5. Mais ouais, c'était assez marrant. Mais alors, ma question par rapport à cette comparaison aussi, c'est que c'est vrai que finalement, en 2013, si on se souvient, c'était une course assez ouverte. Finalement, on n'avait pas d'intérieur dominant. On avait notamment celui qui avait dominé les années juste avant, Dwight Howard, était un peu dans sa mauvaise année aux Lakers, avec blessure en plus, etc. On n'avait pas de mastodonte défensif comme on peut avoir avec Rudy Gobert ou Draymond Green sur les années suivantes. Voilà, on avait une course qui était relativement ouverte. On parlait de LeBron James un peu à l'époque. On parlait avant Marc Gasol, on parlait de Tony Allen. Est-ce qu'il faudrait pas récompenser Tony Allen? Enfin voilà, il y avait quelques noms comme ça et globalement, une course assez ouverte. Moi, le truc, j'ai envie de te poser la question, j'avais pas l'impression que cette année elle était si ouverte que ça, la course. Alors bon, j'imagine que si tu dis ça, c'est par rapport à un Gobert, et je comprends pour le coup les réticences cette année vis-à-vis de Gobert, dans le sens où les fameux ajustements qu'on voit contre le Jazz d'habitude en play-off, on l'a beaucoup vu cette année en saison régulière. Le côté vraiment 5 out, on va tout écarter, sachant que on sait que Utah aura du mal à punir le désavantage de taille si on met un jeu avec 5 extérieurs sur le terrain, si on étire avec une menace à 3 points sur tous les postes, ou même si on n'en a pas une, on sait qu'on l'aide à un moment va venir de Gobert pour en profiter. Bref, un peu ce qu'on voit, hein, ce qu'on a vu sur les 3 premiers matchs de la série actuelle contre les Mavericks. Donc voilà, il y avait ce côté, mais est-ce que même maintenant, en saison régulière, finalement, la défense de Gobert, elle est pas amoindrie du fait que tout le monde essaye de l'exploiter, quoi. Et est-ce que tu étais de cet avis, toi, ou pas? J'étais beaucoup plus mesuré, quoi. Il y a exploité, et au final, le passage où Gobert était pas là, on a vu ce que ça pouvait donner la défense du Jazz. Et quand Gobert était sur le terrain, alors oui, c'était pas du même niveau que le Heat avec Adebayo, que justement les Celtics avec Smart ou d'autres noms, mais ça en était pas très loin, quoi. Je veux dire, je crois que je vais dire une bêtise, mais Smart sur le terrain c'était un defensive rating de 105, Rudy Gobert sur le terrain c'était un defensive rating de 107, quoi. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que les 4 joueurs autour, bref, avec les rotations, c'est pas vraiment la même qualité. Donc je veux bien comprendre qu'il y avait ce côté, est-ce qu'on n'essaie pas d'exploiter la défense de globalement, si quand vous êtes sur le terrain, votre équipe a d'excellentes statistiques défensives, globalement, c'est que ça doit quand même aller pas trop mal. Après ça, sur plein de statistiques, les rares auxquelles on peut faire confiance, oui, Gobert était un peu en dessous de ce qu'il avait pu être sur les années d'avant,
Mais voilà, un peu en dessous, ça veut toujours dire élite. Soyons sérieux, quoi. Donc, est-ce que j'aurais donné trop à Gobert? Je sais pas. Mais bon, les arguments qui disent voilà, Gobert t'es quand même beaucoup moins bon cette année. Oui, mais la question c'est dans quelle mesure, et pour moi cette mesure était quand même plutôt faible. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si, pour modéliser ça un peu, pour mieux le représenter, c'est-à-dire que si par exemple un logiciel NBA 2K il passe de 98 à 95 sur 100, ok, il a baissé, il est pas autant qu'avant, mais il est quand même très haut. J'exagère un peu, je grossis le trait, mais c'est un peu l'idée. T'as parlé aussi de ta préférence par rapport dans cette course-là d'un point de vue idéologique, théorique en tout cas, des intérieurs défensifs plutôt que des extérieurs. Alors avant même qu'on rentre dans ce débat de mérite, extérieur, etc., peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, et moi je suis de ton avis, mais nous expliquer pourquoi est-ce que tu as cette préférence et d'où elle vient cette préférence? Pourquoi est-ce que pour toi un intérieur a plus de valeur finalement qu'un extérieur? Alors ça, c'est un argument que j'ai pas mal vu sur Twitter, de dire mais fondamentalement le jeu qui devient de plus en plus extérieur, pourquoi on ne compenserait pas, est-ce que ça n'augmente pas le rôle des extérieurs et diminue celui un peu des intérieurs? Je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Néanmoins, toutes les défenses en switch qu'on a pu voir ces dernières années, celles qui ont un peu échoué, souvent, il y avait un point qui revenait régulièrement, c'était le manque de protection d'arceau. Et je pense que c'est quelque chose d'assez indispensable. Et surtout, il faut voir toujours, je pense, jeu extérieur et jeu intérieur comme une relation un peu symbiotique qui vont ensemble. Et voilà, si on écarte de plus en plus le jeu, c'est pas juste pour prendre des 3 points, c'est pour essayer d'ouvrir plus le jeu intérieur, quoi. Et d'ailleurs, je sais plus qui il y a pas longtemps, je crois que c'est Zach Rand de The Ringer a posté, il y a une corrélation aujourd'hui entre les meilleures défenses et celles qui arrivent à mieux défendre à l'intérieur, plus qu'à 3 points ou mi-distance. Donc je dirais que voilà, il y a cet aspect un peu, géométrique, mais pour moi, il y a un aspect aussi qui est assez important, qui est l'aspect statistique, où ça qu'on m'a fait sur les statistiques, on m'a fait le reproche en me disant mais Antoine, défensivement les statistiques ça vaut pas grand chose. Et j'avoue être plutôt d'accord avec ça. On utilise certaines statistiques, mais j'avoue que si on doit comparer par rapport aux statistiques offensives, je mets vraiment beaucoup de pincettes sur les statistiques défensives. C'est voilà, je comprends en effet qu'on ait des limites là-dessus. Après, moi, il y a une statistique que j'aime bien utiliser, c'est ce qu'on appelle le Real Adjusted Plus-Minus, le RAPM. C'est quoi? C'est le plus-minus, tout le monde voit, quand vous êtes sur le terrain, quand vous n'êtes pas sur le terrain, quelle est la différence? Et si on prend ce plus-minus, en réalité, on va l'ajuster par rapport à vos coéquipiers quand vous êtes sur le terrain, par rapport à vos adversaires que vous avez en face. Puis il y a le côté je sais pas si c'est réel ou regression, pour le coup c'était plus regression, où vu qu'à des moments on va jouer avec des petits échantillons, on va appliquer des formules statistiques derrière pour essayer de bien pondérer ces différents échantillons entre eux. C'est une statistique, elle est hyper dangereuse à utiliser. Souvent, d'un point de vue individuel, moi je la déconseillerais. Juste juger un joueur selon cette statistique, pour moi c'est pas vraiment toujours une bonne idée. Et aussi il faut des échantillons souvent très importants pour qu'elles aient de la valeur. Sur 1 an, c'est un peu juste, et souvent on l'utilise sur 3 ans et sur 5 ans. Et on peut imaginer que des fois sur 3 ans ou sur 5 ans, le joueur a le temps d'évoluer. Donc bref, c'est vraiment une statistique très dangereuse. Mais si on revient à la défense, et si on parle du postulat que si vraiment vous êtes dans les tout meilleurs défenseurs de la ligue, sur les 600 joueurs qui foulent un parc NBA, si vous êtes vraiment dans les meilleurs dans ce domaine, on peut espérer que quand vous soyez sur le terrain, en général, et j'insiste sur le en général, ces tout meilleurs défenseurs-là, et la défense sera meilleure quand ils seront sur le terrain que quand ils seront en dehors. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais on peut imaginer que pour la majorité, si on prend les 20 meilleurs défenseurs de la ligue, on peut imaginer quand même que ça soit le cas. Et du coup, voilà, et la statistique du coup du RAPM, elle peut être très intéressante si du coup on prend des gros échantillons et on décide de voir
quel type de joueur, en effet, reflète le plus quand ils sont sur le terrain, amène le plus grand différentiel du côté défensif. En gros, hein, l'idée, c'est que au bout d'un certain échantillon, au bout d'un moment, si on note quand même que l'équipe, elle est meilleure, notamment en défense, quand ce joueur est sur le terrain, c'est que quand même la corrélation, il y a quelque chose derrière, quoi, finalement. Ouais, et en plus, si on commence à plus prendre un joueur, mais un certain groupe de joueurs, et notamment ici les intérieurs, on se dit bon, voilà, c'est en effet, si on voit jamais un intérieur dans ses meilleurs chiffres, c'est probablement qu'ils sont peut-être pas aussi importants qu'on le dit, quoi. Mais justement, si je parle de cette statistique, c'est vous pouvez prendre les 20, 40 et 50 noms les plus importants sur les 3 dernières années ou les 5 dernières années, et vous verrez. Alors vous verrez pas que des intérieurs, mais c'est le poste qui est assez nettement le plus représenté. En plus, après, bon, vous pouvez vous amuser à faire quelques ajustements suivant le temps de jeu, parce que par exemple, un Caruso, je crois, vraiment est très très bon sur cette statistique, mais voilà, c'est compliqué de le comparer avec des temps de jeu de Rudy Gobert, de Joel Embiid, de Giannis Antetokounmpo et compagnie, quoi. Et c'est vrai que dans cette statistique, tout en haut, vous allez retrouver majoritairement des intérieurs. Et du coup, moi, ça me fait dire qu'en fait, voilà, c'est en général. Et je dis encore en général parce que vraiment c'est important à garder en tête. En général, les intérieurs sont ceux qui vous amènent ce plus gros différentiel défensif quand ils sont sur le terrain. Alors bien évidemment, ça dépend. Si on parle de Joel Embiid, oui, mais ses rotations sont pas très bonnes. Mais si on prend les intérieurs au fur et à mesure, bon, voilà, hein, pendant un moment, la rotation de Rudy Gobert, c'était Favors. Et je parle même pas du Favors d'il y a un an, voilà, c'était un très bon Favors. Donc quand tu parles de rotation, tu veux dire backup, hein, tu veux dire? Ouais, voilà, oui. Parce que bon, forcément, si votre backup est très bon, ça va être compliqué d'avoir un bon différentiel quand vous êtes vous sur le banc, quoi. Mais voilà. Et c'est vrai que, je reviens à un point que je faisais avant, on me dit voilà, les statistiques, Antoine, est-ce que c'est pas un peu dangereux? C'est vrai qu'en défense, je vais faire confiance plutôt à l'œil, mais l'œil, il a ses limites. Je fais tout à fait confiance à des personnes qui vont analyser le jeu, qui vont dire bon, lui il est bon sur le point d'attaque. Quand il est un peu loin du ballon, notamment à l'aile, c'est plus faible. En seconde protection d'arceau, bon, il est comme ça. Il est capable de jouer ces différents schémas. Sa navigation d'écran, elle est un tel. Ok, d'accord. Donc ça c'était pour le joueur A, puis on arrive au joueur B en disant ouais, le joueur B il a une super protection d'arceau, mais bon voilà, il est moins mobile au périmètre et tout. Ok, et après, comment vous faites pour dire que le joueur A est meilleur que le joueur B? Au final, on va en revenir à, c'est un peu, vous recevez votre bulletin, vous avez plein de matières, et en fait, ce qui à la fin va faire votre note globale, c'est la pondération de ces différentes matières entre elles, quoi. Comment vous décidez de les pondérer, entre guillemets, est-ce que la défense sur point d'attaque, ça vaut la défense sur protection d'arceau? Est-ce que ça vaut la même défense que la navigation d'écran, etc.? Bon, la réponse, c'est probablement pas, mais comment on ajuste ça? Et en plus, on peut dire, bon, ça dépend du système défensif, des forces globales de la ligue à cette époque et tout. Bref, il y a plein d'éléments à rentrer en compte. Et là, l'œil, il va avoir ses limites, quoi. Comment vous pouvez dire, bon, ça, je considère que je le vois très positivement ou ça négativement. Et c'est là où, au final, arrive le côté dont je parlais tout à l'heure, qui est une certaine idéologie de considérer tel facteur défensif plus important que tel autre. Et voilà, moi, je sais que dans les articles qui étaient assez pro Marcus Smart, j'ai vu beaucoup revenir, voilà, aujourd'hui on sous-estime un peu trop la défense sur le point d'attaque, la défense des extérieurs et tout. Oui, ok, d'accord, on la sous-estime, mais à la fin ça veut dire quoi? Concrètement, quand on la juge par rapport à une défense de protection d'arceau, une défense de second rideau, comment on pondère les choses, quoi? Alors je veux pas un chiffre précis, surtout qu'encore une fois ça va dépendre de votre schéma collectif, mais pour moi il faut avoir un certain ordre de grandeur, quoi. Et ce que montrait pour moi la statistique du RAPM, c'est en fait, la protection d'arceau, c'est vachement important. Et il y a d'autres études statistiques assez sérieuses qui ont été faites qui disaient oui, en fait, dans une défense, on voit qu'en fait, votre poste 5, c'est lui qui fait pencher nettement la balance d'un côté ou de l'autre. Hein. Et c'est ce qui fait que moi, au final, je suis assez pro-intérieur. Mais, comme je disais tout à l'heure, je suis prêt à accepter pour moi qu'il y ait des exceptions. Effectivement, peut-être que tu considères pas forcément Marcus Smart comme... c'est la question, en fait, pour moi. C'est, ok, d'accord, la protection d'arceau, même dans un jeu écarté,
qui est de plus en plus étirée, où c'est de plus en plus difficile, pour moi en fait elle reste très importante. Et on parle de protection d'arceau, on va dire que ça soit directement sur l'écran où vous êtes impliqué, ou pour reprendre l'épisode du Lawman qu'on avait fait, c'est en second rideau qui est tout aussi importante, quoi. C'est, pour moi, c'est l'élément défensif vraiment primordial, et une défense ne peut pas suffire à ça. Le Jazz en est, je veux dire lui-même un bon exemple, que voilà, toutes les limites qu'une protection d'arceau, oui, ça peut pas vous faire tout seul une défense d'élite, il faut d'autres choses derrière. Et c'est vrai que moi, c'est ça que je vois le plus positivement. Et du coup, voilà, la question que je dois me poser, c'est est-ce que Marcus Smart est suffisamment fort pour être une exception par rapport à ceux qui sont le mieux capables de protéger un racket, sachant que même dans ce domaine, Smart n'est pas mauvais, mais à quel point on peut le comparer par rapport au meilleur, c'est pas la même dimension. Tu parlais aussi les stats qui disent que effectivement donc ce rôle d'intérieur défensif c'est le plus intéressant, le plus important. Moi maintenant, une fois que ce constat est fait, pourquoi est-ce qu'on a ce constat-là justement? Il y a quand même deux choses. Tu l'as dit, il y a l'importance mine de rien des tirs au panier, même dans la NBA actuelle où on parle souvent de tirs à 3 points. Voilà, il y a qu'à voir. Enfin, c'est marrant parce que tout le monde le remarque beaucoup sur les playoffs actuellement. Mais voilà, des schémas hyper agressifs qui tentent de plus en plus à resserrer les raquettes, de faire des rotations même depuis le côté fort, ou à occuper l'espace depuis le côté fort, et vraiment à boucher l'espace à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, et c'est pas forcément un ajustement de playoff, quoi. Pour le coup, moi, c'est une tendance qui s'est incroyablement développée, même toute la saison régulière cette année, et même un peu déjà l'an passé. Donc, on a cette NBA où on dit, le 3 points de plus en plus important, mais finalement, non. Le tir le plus rentable, c'est les tirs au panier. Et donc, par effet de miroir, le poste le plus important, c'est celui qui va défendre ces tirs-là. Donc, il y a ce premier élément pour moi. Et puis aussi, on a déjà parlé tous les deux, mais il y a une question aussi de fréquence, d'interférence dans l'action. Je trouve, dans le sens où, finalement, l'extérieur, et a fortiori même le meneur défensif, il va pas être impliqué sur toutes les actions. Il y a même une majorité d'actions où il va pas forcément être près du ballon ou en mesure de faire une action. Le fait est que l'intérieur, de par son positionnement, on a parlé, le côté géométrique d'être proche du panier, il va avoir plus d'occasions de faire des actions, justement. Il va avoir une fréquence d'influence sur le match qui va être plus grande, à mon avis. Oui, on pourrait appeler ça un peu le usage défensif. C'est ça, usage, c'est cette statistique offensivement qui fait de voir le pourcentage d'actions que vous prenez pour scorer vous. On pourrait imaginer ça de l'autre côté, et il me semble que Seth Partnow avait fait l'exercice, et oui, en effet, on voit que la courbe, la répartition des différents usages au sein de la ligue, autant en attaque, elle est très étirée, des superstars qui vont être au-delà de 30%, des role players qui vont être à 15% au moins, défensivement, c'est beaucoup plus regroupé. Donc c'est vrai qu'on peut difficilement comparer, bien que dans certains schémas, avec certains schémas défensifs, on y arrive, mais on peut difficilement comparer les responsabilités des meilleurs attaquants aux responsabilités des tout meilleurs défenseurs. Mais c'est pour ça que mécaniquement, quand on dit, mais pourquoi est-ce que vous préférez des intérieurs défensifs? En fait, très simplement, l'intérieur, il peut agir sur beaucoup plus d'actions que l'extérieur, et donc c'est pour ça qu'il a plus de valeur, quoi. Si sur 100 possessions, il peut avoir une influence sur 60 ou 70, forcément que le rendu global, brut et total à la fin, l'impact va être plus grand que quelqu'un qui ne peut agir que sur 20, 30 ou 40 possessions. C'est ça. Après, encore une fois, ça va dépendre de vos schémas défensifs. Bien sûr. Quand Miami commence à vouloir tout switcher, on sent que d'un coup, un Adebayo peut être réduit à un joueur de périmètre et ne pas avoir du coup les mêmes responsabilités. Et d'ailleurs, certaines attaques s'en servent là-dessus. Donc voilà, c'est vrai que ça va dépendre du schéma. Et bon, c'est vrai qu'après aussi, j'ai tendance à penser, même si dans l'attaque, les 5 joueurs sont très liés, défensivement, du fait qu'on veut être proactif, je crois que c'est encore
plus le cas pour la défense. De ce côté, les 5 joueurs sont liés dans leurs responsabilités. C'est pas juste, je m'écarte dans le corner, accessoirement je monte à la ligne à 3 points et basta. Non, défensivement, même votre 5e défenseur le plus éloigné de l'action, il va peut-être avoir ce rôle de zoner entre les 2 joueurs côté faible, ou de faire la dernière rotation en X-out, ce genre de choses. Bref, je trouve qu'il y a un côté bien plus lié. Donc c'est vrai que j'ai pas de souci à dire que, et je pense le fait que le spacing, peut-être il y a une plus grosse emphase dessus, oui, l'impact de ces joueurs-là, dis-moi, peut-être que des joueurs ultra mobiles est capable de vraiment défendre des zones considérables comme Adebayo, Draymond Green, peuvent avoir effectivement un rôle encore plus intéressant que les postes 5, disons, classiques. Mais on ne fera pas enlever de la bouche que, voilà, pour moi, c'est quand même ces postes 5 classiques, surtout dans un contexte de saison régulière, sont extrêmement rentabilisés, sont extrêmement responsabilisés, pas rentabilisés, pardon, et que du coup, de mon point de vue, le vote va naturellement vers eux. Surtout qu'en général, en plus, c'est eux qui décident des schémas défensifs qui vont être appliqués par la suite, bien plus que les autres postes, même s'ils ont leur importance. Donc voilà, c'est vrai que voilà, moi je suis assez pro intérieur, mais je considère en fait que, comme j'allais dire, c'est de l'idéologie, mais en fait on en est à un point où vouloir dire mais non, je trouve que vous sous-cotez la défense au point d'attaque, ça devrait être du 40-60 et pas du 30-70, c'est tout aussi idéologue parce que c'est pour le coup il y a plus de connotation mauvaise de ce mot, mais voilà, on est vraiment sur un débat d'idées, certes théorique, mais pas non plus que théorique, parce que dans les décisions des rotations de leur schéma, c'est exactement ce que les coachs et general managers, c'est exactement le genre de décision qu'ils sont amenés à prendre. Donc théorique, mais aussi pratique. Oui, surtout car après on a tous nos biais, et notamment il y a quand même une très forte corrélation entre les gens qui argumentent que la défense au point d'attaque est sous-estimée et le fait que leur équipe a souvent un très très bon défenseur extérieur. Je pense à Marcus Smart, à Jrue Holiday ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que, comme tu dis, il y a un débat d'idées, et sachant qu'on a tous un peu nos biais qui peuvent venir interférer. Autre aspect de ce défenseur de l'année, et de Marcus Smart en défenseur de l'année, que j'ai pas mal entendu aussi, donc je voulais un peu te poser la question et avoir ton avis. J'ai beaucoup entendu l'idée que, bah oui, mais en même temps, c'était aussi pour récompenser le fait que Boston est la première défense de NBA. Alors déjà, 2 questions séparées. Est-ce que Boston est la première défense de NBA selon toi parce que c'est du fait de Marcus Smart en bonne partie ou en majorité? Et surtout donc l'autre idée aussi que je voulais surtout avoir ton avis là-dessus, est-ce qu'elle est légitime finalement cette idée de vouloir récompenser un collectif en donnant une récompense de défenseur de l'année à peut-être son meilleur joueur ou un de ses meilleurs défenseurs? Je vais commencer à répondre par la deuxième question parce qu'elle est plus facile à répondre. Pour moi, c'est non. L'idée, en fait, pour moi, j'ai du mal en fait à comprendre cette idée, et en fait pour moi elle est assez contradictoire, de vouloir absolument que les meilleures équipes de la ligue aient leurs récompenses individuelles. Ça me faisait souvent penser avec les Spurs du temps où ils étaient souvent dans les toutes premières équipes, ils avaient jamais assez de All-Star. Mais est-ce que d'une certaine manière, voilà, quand vous êtes bâti sur un très bon collectif qui réussit beaucoup, est-ce que fondamentalement, voilà, le fait d'être en haut et pas d'avoir les 4 meilleurs joueurs de la ligue, est-ce que c'est pas une récompense en soi? Et souvent, en plus, pour être récompensé, il faut quasiment être responsabilisé, mais presque sur-responsabilisé, et que c'est pas toujours le signe d'un bon équilibre d'équipe, quoi. Donc voilà, pour moi, il y a ce côté un peu, je trouve, contradictoire à vouloir absolument que les meilleures équipes aient ces récompenses individuelles, alors que souvent, si c'est les meilleures équipes, elles ont pas, je dis pas que c'est le cas, hein, je veux dire, quand LeBron James a le meilleur bilan de la ligue et tout, il peut être premier, sur-responsabilisé, les deux vont ensemble, quoi. Et voilà, on a vu beaucoup le débat autour de Phoenix, que ce soit pour Booker, qui doit être mentionné pour l'MVP, ou Michael Bridges. Voilà, si vous avez un bon collectif avec un bon équilibre, vous avez pas, voilà, votre bilan parle pour vous.
le collectif est en tête, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir ces individualités surreprésentées, surresponsabilisées, et qui du coup, il faudrait absolument donner une récompense. Donc ça, pour moi, c'est assez facilement non, et j'imagine qu'on partage le même avis. Oui, surtout moi, ce qui me dérange un peu, après, chacun pense comme il veut et fait ce qu'il veut, mais ce qui me dérange surtout dans cette manière de raisonner, c'est que du coup, on va un peu donner de manière arbitraire, pour le coup, un trophée à quelqu'un qui individuellement est intrinsèquement moins bon. Ah, c'est de l'anti-analyse aussi. Hein. Oui, c'est ça, effectivement. Dire à la fin, au final, à quoi bon analyser le jeu, quoi. Et ça, s'il y a une tendance de fond, je trouve, qui n'est pas nouvelle, hein, mais où on a tendance des fois à vouloir extraire de plus en plus l'analyse du discours basket. Les trophées sont l'un des rares domaines où, non, si vous êtes capable de me dire que c'est le meilleur défenseur, faut faire le boulot à un moment, montrez-le-moi, quoi, expliquez-le-moi. Et là, en fait, on peut se passer de toute explication, de toute analyse, juste en prenant le bilan. Il y a une époque, en fait, c'était limite compréhensif d'avoir, parce qu'il y aurait cette coutume que c'était comme ça, oui, mais avant, vous étiez un journaliste ou même un joueur, l'équipe, vous la voyez combien de fois jouer? Oui, vous utilisiez le bilan, les statistiques en vous disant bon, ça doit être à peu près comme ça, quoi. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut, on a énormément d'outils à notre disposition. Voilà, c'est un peu pour moi un argument un peu feignant et comme je disais anti-analyse de jeu que de vouloir se résumer à simplement vouloir récompenser la meilleure individualité de la meilleure équipe dans un certain domaine. Surtout que ce que je disais, c'est que si tu veux récompenser l'équipe en donnant le trophée donc à quelqu'un qui n'est pas individuellement le meilleur, mais pour récompenser l'équipe, du coup c'est un peu une intervention arbitraire et qui donc va dans le sens de ce joueur-là, mais qui donc forcément va aussi léser quelqu'un. Si tu interfères dans ce qu'on pourrait dire être non pas la vérité, mais une certaine valeur objective d'individualité. Si tu dis, non, mais lui, c'est pas forcément le meilleur, mais son équipe est la meilleure, donc on va le récompenser de cette manière, forcément, t'as un mec au-dessus, ou même plusieurs qui vont se dire, mais attends, nous, on est individuellement au-dessus, et pourtant, on n'a pas le trophée, quoi. Et juste parce que le contexte collectif, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu un problème, et ça m'amène aussi à un autre point essentiel, peut-être même le point central de tout ça, c'est que, finalement, sur tous ces trophées, il n'y a absolument aucun critère qui est établi, pour le coup, aucun critère de est-ce qu'on doit se concentrer, est-ce qu'on doit le donner au meilleur défenseur ou pas, de la manière dont on doit interpréter ce trophée, le meilleur défenseur, il y a aucune consigne. Comment est-ce qu'on doit appréhender le nombre de matchs joués, le nombre de minutes, l'importance, le rôle, etc. Voilà, plus globalement, pas que sur le défenseur de l'année. Finalement, il y a tous les trophées, il y a aucun critère qui sont fixés par la NBA. On sait aussi que c'est fait de manière volontaire. La NBA fait exprès de ne pas fixer de critères pour justement créer du débat qui donc va créer de l'engagement sur les réseaux sociaux et donc forcément ça va être bien pour la NBA. Mais voilà, il y a un peu cette partie volontaire de ne rien définir, ce qui fait aussi qu'on arrive dans ce flou et dans des débats qui partent un peu dans tous les sens parce que finalement les gens ne parlent pas forcément de la même chose, quoi. En tout cas, ils n'argumentent pas sur le même plan. C'est un peu pour moi la base du problème, elle est là, quoi. C'est que il y a aucun critère précis et donc souvent quand il y a 2 camps ou 3 camps ou 4 camps qui débattent, en fait, ils débattent pas forcément sur les mêmes arguments. Oui. Et d'ailleurs, c'est un point, c'est vrai que pour moi, le meilleur défenseur de l'année, je vais essayer d'intrinsèquement trouver le joueur qui a eu le plus grand impact défensif dans la NBA. Mais on peut imaginer aussi, et là pour moi le vote de Smart serait plus normal, qu'en fait on se dit pour moi le meilleur défenseur c'est celui qui, parce que voilà, la défense c'est plein de responsabilités, c'est des postes différents mais des rôles aussi, des responsabilités très différentes. Et moi en fait je cherche à récompenser celui qui dans son rôle a eu le plus grand écart, quoi. Voilà, c'est comme quand on a cette idée de récompenser et de vouloir trier les joueurs entre les époques, c'est de se dire oui, mais lui par rapport à son époque, il avait un différentiel qui était énorme et du coup je le récompense pour ça. Et peut-être qu'on considère que Smart est tellement fort par rapport aux meneurs défensifs moyens et qu'on considère que de toute façon, si on le met à côté d'un poste 5 assez classique, son différentiel est tel qu'il va peut-être créer une meilleure défense que le meilleur poste 5, mais qui finalement est meilleur, mais par rapport à la moyenne de son poste, pas tant que ça.
Voilà quoi. C'est un peu un côté du meilleur défenseur ajusté à la position quoi. Oui, en fait, c'est les deux façons d'interpréter l'adjectif de meilleur. C'est soit, comme tu dis, la qualité mais relative à son rôle, soit la qualité intrinsèque et absolue, en te disant c'est peut-être injuste parce que certains ne sont pas dans un rôle qui peut impacter le jeu au maximum, mais en même temps, on veut juste récompenser celui qui a le plus d'impact dans l'absolu et tout poste confondu. Et c'est vrai que du coup, là, c'est ce que j'ai pu observer un peu sur Smart contre Gobert ou Smart contre Antetokounmpo ou Embiid. En fait, chacun argumente dans sa piste finalement, dans son domaine et avec son référentiel. Mais finalement, le problème, je sais pas, mais comme il y a aucune définition claire et précise de la part de la NBA, en fait, chacun fait son débat en parallèle, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, pour revenir à ta première question de tout à l'heure, et alors, ok, partons sur meilleur défenseur de la meilleure équipe. À quel point Smart est important dans la défense des Celtics. Bon, déjà, je pense que on peut commencer par dire Smart est un excellent défenseur. Oui, bien sûr. Faut quand même le préciser. Et je pense que je l'aurais eu. J'ai pas fait les votes, mais voilà, dans la All Defensive First Team, pas de souci pour moi. On dit, et je crois que lui-même a mis en avant le côté, oui, mais moi je défends sur les 5 postes, je suis hyper polyvalent, ça fait de moi le meilleur défenseur. Il y a peut-être ce côté, on en est peut-être pour moi arrivé à un côté un peu exagéré de la défense sur les 5 postes, et je trouve en fait limite en prenant ce discours, Smart se dessert un peu dans le sens où c'est vrai qu'il est capable quasiment de défendre sur les 5 postes, mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il est capable de défendre dans différents rôles, que ça soit sur le point d'attaque, éloigné du point d'attaque, quitte à naviguer à travers les écrans, à jouer cette aide, mais cette aide un peu sur le périmètre en haut, ce qu'on va souvent appeler la nail defense. Voilà, le joueur qui est côté faible, mais quand même pas loin de la tête de raquette et qui va souvent venir faire ses stunts, aider de manière parcimonieuse pour gêner le pick and roll qui a lieu de l'autre côté du terrain. Même dans le rôle du lawman, il peut avoir son impact et tout. Bref, que ça soit dans les positions, mais surtout pour moi dans les rôles, il est capable vraiment d'avoir cette flexibilité qui le rend extrêmement intéressant et qui est en effet très rare à son poste. Tu veux dire presque que ça le dessert, que lui-même ils sont en train de se marketer comme... En fait, qu'il se limite à la côté, je peux défendre sur les 5 postes, quoi. Oui, t'as cette défense-là et c'est vrai que c'est extraordinaire, mais t'as aussi cette capacité à avoir différents rôles. Oui, je veux dire, t'es pas entre guillemets James Harden qui, en fait, face au jeu au poste, il peut tenir aussi des postes 5. Et lui aussi, à ce moment-là, pourrait quasiment dire, je défends sur les 5 postes. Ouais, ok. Mais en fait, ce qui rend Smart surtout meilleur, c'est pas juste les 5 postes, c'est des rôles très différents défensivement qu'il est capable d'assumer, quoi. Notamment toute la défense sans ballon, il peut pas le faire à Harden. Oui, non mais voilà, c'est exactement. Voilà, c'est des rôles différents, il les a pas, quoi. Et je crois que le seul, depuis le temps un peu que j'analyse le basket, qui a pu rentrer là-dedans, c'était Kyle Lowry. Et Kyle Lowry, un peu à son pic en carrière, quoi. Donc c'est vrai que voilà, c'est une qualité qui est extrêmement intéressante et qui pour moi en fait l'un des tout meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. Mais après, si on recentre, maintenant qu'on a dit ça, si on recentre dans le contexte de Boston, c'est vrai que Boston, ils ont un contexte défensif qui est, on va essayer de switcher au maximum. Et ça que là-dessus, par rapport aux défenses en switch, donc comme je disais, la défense en switch, en général, elles ont 2 défauts. Le premier, c'est les mismatchs potentiels. Et les mismatchs potentiels, la sous-catégorie, vous en avez 2. Vous avez en général, le meneur, qui est un peu, c'est le joueur le plus petit, il y a de quoi attaquer le mismatch derrière. Et c'est vrai que c'est là que Smart a un impact considérable, c'est que, non, c'est pas du tout un mismatch, et même pour certains postes 5, c'est pas forcément une bonne idée d'aller l'attaquer, quoi. Donc là-dessus, en effet, il est un rouage essentiel de la défense en switch. Mais l'autre souci du point de vue du mismatch, souvent, c'est le poste 5. Et en général, il est souvent plus attaqué que le mismatch du poste 1. Et c'est vrai que dans le contexte des Celtics, ça va être Horford ou Robert Williams, et qui ont été les joueurs, je crois, qui ont subi le plus d'isolation cette saison.
j'ai pas les chiffres devant les yeux, mais je crois avoir lu la stat plusieurs fois. Les deux sont vraiment très 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 haut là-dedans, quoi. Donc voilà, il suffit pas d'avoir un très bon meneur défenseur. Il faut aussi que, à l'autre échelle de la taille d'un effectif, il faut avoir les joueurs capables de le faire. Et je crois que Horford contre la série face aux Celtics, face aux Nets, et Robert Williams sur l'ensemble de la saison ont montré qu'ils étaient aussi capables de jouer cette danse. Et après, et ça j'en ai déjà parlé, le deuxième souci de défense en switch, au-delà des mismatchs, c'est la protection d'arceau. Voilà, vous allez décaler petit à petit votre poste 5 vu que vous changez à chaque fois, et il se retrouve en fait assez loin, et potentiellement sur une attaque de mismatch ailleurs, il est trop loin pour effectuer la rotation, et c'est compliqué, ce qui fait que d'ailleurs je prenais l'exemple d'Adebayo et de Miami, où des fois ils préfèrent plus utiliser leur zone plutôt que de défendre en tout switch afin de garder Adebayo le plus possible près de la raquette, quoi. Et du coup, si on revient au contexte des Celtics, en fait, cette protection d'arceau, certes, Smart a son petit impact là-dedans, faut pas le négliger, mais bon, déjà vous avez le duo Horford de Robert Williams très longtemps sur le terrain, et après vous avez un Tatum qui est très bon dans l'exercice, un Grant Williams, bref, Smart n'est pas pour moi celui qui est le plus responsable de ces rotations en second rideau dès que le switch a connu un problème de communication ou quoi que ce soit. Ça va pas être le premier responsable là-dedans, et des joueurs des Celtics le font plus souvent et le font sans doute même mieux que lui, quoi. Oui, tu veux dire, un des défauts du switch, c'est quand t'as une erreur, il faut quelqu'un vienne nettoyer derrière, et c'est pas forcément lui qui le fait le mieux. Exactement. Même dans cette équipe de Boston, quoi, finalement. C'est ça. Et deuxième point aussi intéressant que tu disais, c'est que l'autre faiblesse donc du switch, c'est quand tu crées des mismatchs. Alors, du coup, la question, encore une fois théorique qu'on pourrait se poser, c'est que finalement, tu prends exactement le même Marcus Smart, qui switch de la même manière, qui a le même niveau de jeu, qui a le même niveau de performance. Si finalement Boston avait des mauvais intérieurs de switch, et donc pas Robert Williams et pas Al Horford, finalement, l'équipe, elle encaisserait elle subirait plus de mismatch et elle encaisserait plus de points de cette manière avec le porteur de balle adverse qui attaque l'intérieur, un intérieur qui est plus mauvais. À ce moment-là, l'équipe serait globalement plus mauvaise, alors que on a le même Marcus Smart. Et c'est vrai que du coup, on a aussi ce truc de, oui, il participe à cette défense en switch, évidemment, mais ce que tu dis aussi, c'est que c'est pas que lui, parce que il y a aussi le côté Horford et Robert Williams permettent aussi de ne pas créer des mismatchs trop avantageux. C'est ça. Pour jouer la défense en switch, il faut que les 5 joueurs soient capables plus ou moins de danser la même partition, quoi. Et comme je dis souvent, ceux qui ne sont pas capables, c'est les postes 1 et les postes 5. Et si le poste 1 est capable de jouer, mais le poste 5 n'est pas capable, Laurie a été un défenseur sur switch très capable pendant longtemps. Mais si c'est Valanciunas ou Marc Gasol, votre poste 5, vous n'allez pas jouer la défense en switch. C'est pas, voilà. Et en plus, comme je disais, souvent, quand il y a un mismatch dans la défense en switch, on va chercher souvent plus à attaquer le poste 5 qu'à aller attaquer le poste 1 directement, quoi. Donc voilà, sans Smart, vous mettez un meneur, j'ai pas en tête, mais rien qu'avec un Stephen Curry, qui pourtant est devenu vraiment un bon défenseur, mais dans des rôles différents, plus éloignés du ballon, oui, ça serait pas la même partition. Vous devriez faire autre chose que des switches sur des séquences, vous devriez faire des edges, des petites situations agressives momentanées, pour éviter de donner le mismatch trop facilement et tout, quoi. Donc Smart est essentiel, mais d'autres membres des Celtics sont tout aussi essentiels, et si l'un de ceux-là ne le ferait pas, on verrait beaucoup moins cette capacité de Smart à défendre les 5 postes. Alors justement, on alterne un peu entre la théorie et le mérite de Marcus Smart sur ce trophée, et finalement les critiques un peu plus théoriques qu'on pourrait faire sur le trophée en lui-même. Et
la manière de le décerner. On a parlé des critères déjà. Moi, j'avais aussi finalement les votants. On en a pas beaucoup parlé, mais au-delà même du fait que la NBA ait des critères très flous et donc aucun critère et que chacun puisse faire l'interprétation qui lui plaît au sein des votants, le fait est aussi que non seulement ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais en plus, moi je les trouve pas de très bonne qualité tout le temps non plus ces gens qui votent. Alors j'ai pas la liste pour ceux du défenseur de l'année, mais oui, c'est pas l'idée de donner des noms non plus. Peut-être. Non, mais c'est pas sans non plus pointer du doigt des gens en particulier, mais voilà, tu regardes la liste même pour celui du MVP. Moi dans le lot, il y a quand même pas mal de monde, voire même une majorité. Leur avis d'un point de vue individuel ou leur analyse individuelle, c'est pas forcément quelque chose auquel je m'intéresserais. Et je dis ça parce que pour le coup, bon, je vais un facile, tu vas me permettre quand même Bill Simmons par exemple. Bill Simmons, son analyse elle m'intéresse pas trop parce que bon, il a quand même ses défauts en tant que pour analyser le jeu ou pour avoir des avis pertinents à mon sens. Donc je lui donne pas trop de crédit, mais c'est mon avis. Mais bref. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un peu je sais pas s'il y a une dissonance ou ce truc de ce paradoxe de en tant qu'individu, je lui donne pas trop d'importance. Je trouve que la liste elle est constituée en majorité d'avis comme ça, de journalistes qui sont pas non plus à la pointe de l'analyse. Et pourtant, pourquoi est-ce que je donnerais de l'importance à ce panel tout entier parce que c'est le trophée officiel de la NBA. Mais pourtant, je sais pas si je m'exprime très bien, mais ok, ce groupe est constitué d'individus auxquels j'accorde pas trop d'importance. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait suivre à la lettre et un peu comme certains le font, prendre les trophées au pied de la lettre et vraiment comme quelque chose de définitif et de très bien, quoi. Je me perds un peu dans mes phrases, mais est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Ah oui, totalement. Moi, j'avoue que je suis quelqu'un, les sélections All-Star, les sélections à l'NBA, les trophées, pour moi, ça montre le consensus du joueur, mais je ne fais pas confiance avec ça sur le niveau du joueur. Alors bon, nuançons. Oui, les joueurs qui sont nommés MVP, qui sont nommés à l'NBA, etc., il y a une corrélation très positive sur le fait que ça soit de très bons joueurs. Mais entre guillemets, c'est pas, de mon point de vue, c'est pas suffisant. Et surtout, encore une fois, c'est d'utiliser ces trophées invite peu à l'analyse. On peut, voilà, avoir des opinions de personnes auxquelles on fait confiance. Ça peut être intéressant, ça ouvre l'esprit, ça permet de prendre des choses en considération pour se faire son propre avis derrière. Et voilà, je dis, la tentation, ça serait de dire, bon, bah du coup, sur n'importe qui en permanence, faites-vous votre propre avis. Bon, on voit un peu... Après, il faut avoir le temps. Après, il faut avoir le temps et la tâche herculéenne que ça représente. Mais moi, je dirais plutôt, voilà, faites confiance, pas juste aux personnes ou non, mais on va dire à leurs arguments, à ce qu'elles proposent. Et avec votre critique, voyez ce que vous en faites. Voilà, il y avait par exemple, on peut penser à Ben Taylor qui fait tout ce travail, mais je sais que voilà, j'avais lu et partagé il y a pas longtemps sur Premium Hoops un article de Cody Udek qui disait bon bah voilà, Gary Payton à son pic en carrière, ça vaut quoi? Et vraiment vidéo à l'appui, explication, vraiment avec un angle d'analyse. Et oui, tout à coup, je vais faire bien plus confiance à cet avis pour voir un peu juger le niveau défensif de Gary Payton que juste considérer, ah oui, ça a été le seul meneur avant Smart qui a eu le trophée de défenseur de l'année. Forcément, ça devait être un défenseur exceptionnel. À sa position, oui, sans doute. Mais après, à quel point, je veux dire, dans une ère, on avait des Mutombo, des Olajuwon, des Robinson et compagnie, à quel point finalement Payton pouvait se comparer à eux. L'article était un peu bof quoi. Enfin bof. L'article était de qualité, mais la conclusion c'est que c'était non, il pouvait pas trop se comparer à eux quoi. C'était un peu ça. Et là tout d'un coup voilà, et c'est parce que ça je crois que j'avais dit sur Twitter, bon, on peut se demander si au final un peu la logique de Marcus Smart, on la retrouve pas un peu pour des précédents, et les précédents c'était Gary Payton en 96 et Michael Jordan en 88. Et là, je sais que j'ai une réponse où on m'a dit, oh là là, je veux bien qu'on essaie de comprendre le jeu, mais si c'est pour remettre en cause ça, où est-ce qu'on va, quoi? Oui, voilà. Et c'est vrai que bon, l'idée est pas de répondre à tout, mais j'aurais pu te dire, je sais pas, t'as été analyser les matchs de ces années-là des deux joueurs et m'expliquer un peu comment tout, parce qu'il y a des personnes qui l'ont fait, en fait, quoi. Et ces personnes-là, on peut dire, voilà, chacun a ses biais et tout, mais elles ont fait le travail, et moi,
voilà, elles ont eu leur vidéo à la paix. Alors peut-être qu'elles ont sélectionné les mauvaises idéaux, qu'elles étaient un peu, voilà, on dit toujours, hein, des fois quand on veut voir quelque chose, on finit par le trouver, mais c'est juste qu'on a les œillères, on voit pas tout le reste. Hein. Mais le processus, voilà, c'est comme dans les revues scientifiques. Hein, vous pouvez pas, si vous êtes historien scientifique, être expert de partout. À un moment, vous devez faire confiance au travail qu'ont été fait d'autres gens, des historiens qui ont été cherchés dans telle ou telle source sur telle période. Voilà, vous voyez le travail qu'ils ont fait, comment par leurs pairs ils sont jugés. Voilà, hein, dans le domaine médical, tout ça, vraiment le côté par les pairs qui sont jugés, qu'est-ce que ça vaut, et d'aller lire un peu vous vite fait les derniers résumés pour vous faire un peu l'avis de voilà qu'est-ce que cette personne a pensé et voir si dans son raisonnement il n'y a pas un peu des limites. Et c'est comme ça en fait que vous pouvez faire quoi. Et c'est là en fait où je trouve que c'est intéressant d'aller voir l'avis des autres. Mais sinon, considérer que Gary Payton est un aussi bon défenseur que Scottie Pippen, juste pour des questions de trophées ou de statuts, etc. Non, moi ça me suffit pas. Il faut que vous m'expliquiez vraiment pourquoi. C'est ça un peu. C'est un peu ce problème que j'ai où. Bon, alors je parle de actuellement, mais c'est surtout à l'échelle de l'histoire, comme tu dis, des décennies passées, des années passées, où je trouve que parfois on prend un peu trop le palmarès et les trophées comme une parole d'évangile. Finalement, quelque chose qui a été gravé dans le marbre et qui ne peut pas trop être mis en cause, alors que justement, ce que je vais essayer de reformuler un peu mieux ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que pourquoi est-ce que je parle des votants aussi? Voilà, quelqu'un comme Kendrick Perkins qui est très très fréquemment moqué pour ses avis un peu bizarres ou un peu exagérés ou ce genre de choses. Bon, vous faites pas forcément confiance à Kendrick Perkins pour analyser la NBA aujourd'hui, ou pas tout le temps, en tout cas pas sur tous les sujets. Ok. Le truc, c'est que les trophées de même il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans, mais en fait, dans les gens qui votaient, il y avait des gens comme Kendrick Perkins, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que parfois, on me demande, d'ailleurs, Clément, qu'on a reçu sur l'écho des parquets, N5, qui me dit, lui, il aime beaucoup les récompenses et il comprenait pas trop pourquoi moi j'y accorde mon importance. C'est pas que je trouve l'exercice mauvais. C'est juste que je suis toujours un peu, un peu méfiant, comme tu dis, de ce qu'on pouvait connaître d'avant, de ce qui est finalement des vérités établies qu'on doit accepter. Et pour amener un peu au présent, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que, je m'en fiche si Nikola Jokic est pas élu MVP. En fait, dans ma tête, il l'est. De la même manière que James Harden, il a plusieurs trophées de MVP dans la tête. En tout cas, c'est moi je le considère, même s'il les a pas eu en vrai. C'est pas parce que Kendrick Perkins ou Bill Simmons ou Chris Broussard ont pas voté pour James Harden, c'est pas pour ça que je pense qu'il avait une saison qui était peut-être pas le MVP, mais d'un niveau MVP. Enfin bref, il y a toujours ce truc de pourquoi est-ce que j'accorde pas à ce point d'importance à ces trophées, aux véritables trophées qui ont été donnés. C'est aussi parce que je suis pas toujours convaincu par les votants finalement. J'avoue, moi je fais pas confiance au processus. En plus, ouais. Il y avait un exemple qui m'avait marqué, c'était lors des finales dans la bulle entre Heat et Lakers. Et les finales se font. Et je sais que moi, à titre personnel, j'avais Anthony Davis comme le MVP des finales. Et je comprenais tout à fait le vote LeBron James. Et je vois, le vote arrive, boum, LeBron James élu MVP des finales. Et ce qui m'étonne plus, c'est que je crois que c'était quasiment unanime. Ou genre, sur les 10 voix, il y en avait 9 qui étaient pour LeBron James, c'est quelque chose comme ça. Je me dis, tiens, c'est marrant, j'aurais quand même pensé qu'il y aurait eu un peu plus, un peu moins d'écart, même si les écarts sur les votes, en général, c'est toujours un exercice un peu casse-gueule, parce que les personnes ont une voix, elles en ont pas deux, elles en ont pas trois. Qu'il y en ait deux un peu ex-aequo, mais que le premier ait pris l'ensemble des voix, c'est pas choquant, mais je m'étais intéressé au nom, quoi. Et je me suis dit, mais c'est dingue, dans cette liste, je crois qu'il y a qu'une personne sur les 10 où je me dis, mais je pense que cette personne-là parle de temps en temps de tactique et évoque ça, le jeu, quoi. Et pour le reste, voilà, je veux pas cracher sur ces noms-là ou quoi que ce soit, mais c'est des personnes, vous les retrouvez plutôt pour dresser les bons portraits, etc. Et je dis pas que c'est nul, ils analysent pas le jeu, ils comprennent pas le basket, pourquoi on en donne un avis. Non, je veux dire, faut jamais oublier, comme je dis, que la NBA c'est avant tout des humains, et qu'on ait justement ces personnes qui soient capables de retransmettre un peu justement tout le côté humain sous ces formes très diverses de ces personnes. C'est quelque chose vraiment d'indispensable,
et qu'on, même d'un point de vue analyse, qui est indispensable pour comprendre vraiment ce qui se passe. Moi, ce qui me gêne, c'est vraiment ce côté déconnecté où, fondamentalement, ce qui se passe vraiment sur le terrain, au cœur, hein, les enjeux tactiques et tout, au final, on peut s'en décrocher, c'est pas si important, et on arrive à cet écart où il y a le résultat d'un côté et vraiment ce qui est considéré comme important médiatiquement de l'autre. Et non, on sent que ça devrait être un processus. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On essaye d'analyser le jeu, etc. Et derrière, on en tire les histoires, on en tire les grandes conclusions. Et non, en fait, cette partie est complètement court-circuitée. Et c'est là où on se dit, mais au final, voilà, pourquoi je devrais faire confiance à ces personnes qui n'évoquent jamais tactique ou quoi que ce soit, et qui, au contraire, en général, sont là pour un peu raconter de belles histoires. Et je sens que quand je le dis, c'est un peu connoté mauvais, mais c'est vraiment pas le point que je veux amener. Mais en fait, c'est pour essayer de reformuler aussi, encore une fois, le côté humain, comme tu dis, est pas moins important que le côté tactique. Et pour reprendre ton analogie de l'école tout à l'heure avec les différentes matières, le français est tout aussi important que les mathématiques. Mais c'est juste que si tu veux une analyse sur des maths, tu vas pas demander aux profs de français de le faire, forcément, en tout cas. Oui, peut-être après tout que ces personnes n'en parlent jamais, mais peut-être qu'elles sont compétentes. Voilà, c'est possible aussi. Oui. Peut-être fait du basket à un certain niveau, etc. Mais c'est juste pour moi un peu gênant qu'on va confier ça à ces personnes qui ne représentent pas du tout cette partie d'analyse du jeu, quoi, et que voilà, ça fait partie d'un constat global où, comme je dis, hein, cette partie d'analyse qui pourtant devrait être essentielle pour moi entre ce qui se passe sur le terrain et ce qu'on essaie d'en ressortir, etc., des histoires et tout, elle est complètement aujourd'hui, j'allais dire aujourd'hui, mais c'est pas d'aujourd'hui, elle est court-circuitée, cette partie-là, et je trouve que c'est un peu gênant, et ça fait des fois un côté un peu, cette impression un peu d'être déconnecté entre les discours qu'on peut voir, surtout qu'on sait que voilà, ces discours, ils ont cette tentation d'un point de vue visibilité, résultat d'audience et tout, voilà, à partir dans certains sens d'afficher un certain type de discussion et tout, et voilà, pour moi c'est ce qui fait qu'on peut avoir vraiment une véritable déconnexion entre ce qui se passe sur un parquet et les leçons qui peuvent être tirées à un écho médiatique assez important de ce qu'on pense de ce qui se passe sur un terrain. Après on râle beaucoup, en tout cas je râle beaucoup sur les trophées, mais ils sont ce qu'ils sont, ça reste un marqueur, et donc c'est pas un problème non plus fondamentalement que il y a plusieurs critères qui peuvent entrer en compte, à la fois le sportif et l'analyse, mais le côté storytelling ou quoi, c'est pas si grave que ça que ces éléments ils rentrent en compte finalement. C'est pas non plus obligé que les trophées ça doit être forcément une analyse purement basket, purement analytique, etc., etc. Le seul truc, ils sont ce qu'ils sont, c'est pas très grave, hein. Le seul truc c'est que le problème que j'ai, c'est de une fois que le trophée est décerné, j'ai un peu l'impression qu'on a tendance à réduire ça, et on va retenir que le mec qui a gagné, ou alors dans le sens inverse, le mec qui a gagné c'était forcément le plus grand de tous les temps, ou excellentissime, etc. Alors que non, quoi, c'est pour moi ça reste juste un marqueur, et c'est pour ça que, comme tu dis, ok, il y a tel ou tel qui a pu avoir un trophée ou pas avoir un trophée, mais ce qui reste intéressant c'est quand même de remettre les mains dans le cambouis, d'aller voir les chiffres, d'aller voir les matchs, d'aller voir les stats, etc. C'est ça qui reste un peu important, et pour le coup, je vais pas prendre mon exemple à moi, je vais prendre un exemple cité par Ben Taylor, justement, qu'on a déjà évoqué, qui est, je pense, aujourd'hui le meilleur historien de NBA, aussi un des meilleurs analystes, évidemment, mais en tant qu'historien, il est très très bon aussi, et lui, pour le coup, il nous dit, je crois que c'était dans sa série sur des podcasts sur les 75e anniversaire, peut-être, sans doute tu l'as écouté d'ailleurs, il parlait de justement les premières années de NBA, et notamment un cas avec Bob Cousy et Bill Sharman, je crois que c'est ça, oui. Où finalement, oui, en fait, quand tu te replonges dans l'analyse, Bob Cousy a eu toute la renommée, les titres individuels, tout ce genre de choses, mais en fait, peut-être aussi que les journalistes à l'époque, ils analysaient avec leurs outils qui étaient pas forcément les bons, et que pendant des années, des décennies, on a peut-être considéré les mauvais critères pour donner les récompenses, qu'on n'avait pas autant de données, autant de connaissances sur le jeu qu'actuellement, et que du coup voilà, ça s'est un peu gravé dans le marbre, cimenté ce genre de connaissances, ce genre de trucs, et qu'aujourd'hui on a du mal un peu à remettre en question ce genre de choses, comme tu dis avec ton anecdote où tu parles de Gary Payton et on vient te dire non, Gary Payton c'est ça quand même. C'est un peu moi le seul problème que j'ai, c'est pas,
en fait, les trophées, ils sont ce qu'ils sont. C'est pas très grave. Hein. Si je suis pas d'accord, c'est pas très grave. Le problème que j'ai, c'est de juger des carrières de joueurs en prenant ça comme parole d'évangile et en réduisant un trophée à son gagnant ou son perdant. C'est un peu pour moi, c'est un peu le problème majeur, quoi. Oui, en fait, vous jugez l'image consensuelle établie à une époque du niveau du joueur, mais pas vraiment le niveau du joueur. Et comme je dis, hein, on en arrive à ces discussions qui sont déconnectées et au final, combien de discussions sur Michael Jordan pour combien d'analyses du jeu de Michael Jordan? C'est quoi la qualité de demain de Michael Jordan? C'était quoi son évolution en carrière, dans son jeu sur le ballon, sans le ballon? Pourquoi il gagne le trophée de meilleur défenseur il me semble, je sais plus si c'est 87 ou 88. Je veux dire, qu'est-ce qui fait, quel est le rôle défensif de Michael Jordan dans cette équipe des Bulls? Et pour qu'on soit suffisamment confiant pour lui dire, mais à l'époque, c'était le meilleur défenseur, plus qu'un Mark Eaton, par exemple, du côté du Jazz. Il y a peut-être des explications qui sont complètement légitimes. Personnellement, je les ai jamais lues, quoi. Et je pense qu'en fait, il y a pas grand monde qui les ait jamais lus, quoi. Il y a pas grand monde qui a réussi à les lire, parce que je suis même pas sûr qu'elles existent vraiment. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut faire le distinguo où, bah oui, en fait, il y a beaucoup de discussions qui sont en vase clos, et qui sont très éloignées, en fait, de l'analyse vidéo, vraiment, du joueur, ce qu'il était capable de faire, ce qu'il n'était pas capable de faire, le contexte dans lequel il évoluait et tout, et qui se concentrent en réalité sur des renommées et dont les trophées font partie, oui. Faut pas avoir peur de remettre en question nos connaissances ancestrales, en tout cas ce qu'on nous a appris. Ah bah, ça, c'est sûr que moi, c'est toujours un peu les commentaires qui me gênent le plus, c'est le refus du recul critique, quoi. Et en même temps, c'est aussi la porte d'entrée dans ce monde-là, c'est on t'apprend des bases et c'est censé être un peu des piliers inamovibles, quoi, ce genre de connaissances, ce genre de vérité qu'on te livre quand tu découvres tout ça. Donc c'est vrai que les remettre en question, ça peut être compliqué pour certains, ça je le comprends totalement. Oui, mais voilà, moi ce qui me gêne, c'est que c'est un peu un état d'esprit à avoir et qu'en fait, pour moi, il faut avoir tout dans la vie. Et oui, bien sûr. Après, bon, il faut savoir raisonner ou à un moment, il y a certaines choses où ça pourrait amener une sorte de confusionnisme permanent et tout. Voilà, c'est là où le recul critique est vraiment important et pour moi, il faut toujours le garder et pas hésiter quand on voit un truc qui paraît un peu bizarre, qui nous fait hausser les sourcils, se dire, bon, pourquoi la personne pense ça, et moi par rapport à ça, et des fois bah vous dites bah non, ça me convainc pas trop, et des fois bah ça ébranle un peu ce que vous pouviez penser et tout, et ça vous emmène à remettre en question votre avis, à le nuancer, et sans doute derrière avoir en fait un avis, une vision plus éclairée qu'avant. En tout cas, tu ne fais pas partie de ces gens qui disent lui il a été bon parce qu'il a 3 MVP. Bah il y a des chances qu'il ait été bon. Ouais, d'accord. Ça, il y a une très bonne corrélation, quoi. Bien sûr. Moses Malone a eu 3 MVP, ouais, il y a des chances qu'il ait été très bon, mais à quel point il était très bon. Après, le problème aussi de ce genre de choses, c'est que c'est pas un examen, c'est un concours. Et que finalement, il y a des années, et là je pense à des joueurs comme Antetokounmpo, comme Embiid cette année ou l'an passé, qui auraient pu prétendre avoir le MVP. T'as des années où t'as plusieurs candidats excellentissimes, mais comme c'est un concours, il y en a qu'un qui l'a au final. Et t'as des années où c'est peut-être plus ouvert, où le gagnant il va être en dessous de certaines années où il y en a 3 ou 4 au-dessus, quoi. Je sais pas si je m'exprime très bien. Oui, ce qui est globalement important, c'est de lisser entre les années et d'avoir cette capacité à avoir les années, avoir un pic exceptionnel d'un an. Comment ça se compare par rapport à des joueurs qui ont vraiment été souvent très très bons pendant très longtemps à un certain niveau, mais voilà. Et c'est là où pour moi aussi c'est un peu des fois le problème de la vision trophée qui se concentre sur une année et un peu en mode the winner takes it all. Alors que bon, je pense pas. Je veux dire encore une fois, c'est intéressant, ça amène des discussions qui valent le coup, je pense vraiment. Mais en fait, voilà, ce qui devrait être intéressant, c'est la discussion et un peu moins le résultat derrière. Oui, c'est le chemin, pas la destination. Pour faire un peu de philosophie.
Autre point que j'avais aussi noté par rapport à tout ça, par rapport au trophée de manière générale, hein, pas que le défenseur de l'année, mais je trouve qu'il y a un point qu'on souligne pas assez, et ça aussi pour le coup c'est Ben Taylor qu'on n'arrête pas de vous parler, qu'on vous recommande évidemment, qui en parlait, je crois que c'était déjà il y a 1 ou 2 ans il me semble, qui soulignait aussi le fait, qui est très juste à mon sens, que souvent les trophées on les décerne non pas dans l'absolu, mais souvent par rapport aux attentes qu'il peut y avoir autour des joueurs, et c'est quelque chose qui est notamment exacerbé autour du MIP, où on va pas toujours récompenser la plus grande performance dans l'absolu, mais celui qui peut-être nous surprend le plus dans sa progression ou ce genre de choses. Et donc il y a ce premier aspect-là. C'est pas, on a toujours ce biais d'évaluer par rapport à nos attentes avant le début de la saison, premièrement. Et puis il y a aussi un peu lié à ça du coup un certain effet de fatigue. Je sais pas quel est toi ton avis sur la question, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quelqu'un qui est toujours défenseur de l'année comme Rudy Gobert ou comme Dwight Howard ou je sais pas, ou Michael Jordan ou LeBron James, au bout d'un moment, c'est les meilleurs joueurs de l'histoire, mais ils ont pas 10 titres de MVP parce qu'il y a une espèce d'effet d'essoufflement. Au bout d'un moment, on a envie de passer à autre chose, on a envie de, consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs, on a envie d'avoir un truc frais, et donc on délaisse un peu des mecs qui sont toujours au même niveau, voilà. Donc voilà, il y a un peu ces deux aspects sur lesquels je voulais un peu t'en émettre, le fait de décerner des trophées, notamment par rapport à nos attentes, ce qui est donc pas forcément la meilleure manière de faire, peut-être la plus juste, et puis ce côté effet de lassitude chez les votants. C'est vrai que ça existe aussi, non? Ah oui. Moi, je suis persuadé que ça existe, quoi. C'est, voilà, hein, on en parlait, le Smart, c'était un nom qui était quand même peu évoqué il y a quelques mois, hein. Et est-ce que Smart, bon, ça vient du regain des Celtics depuis le 1er janvier et tout, mais à quel point, en fait, Smart était bien meilleur sur les mois de mars, mi-avril, plutôt que sur, je sais pas, le mois de décembre. Bon, c'est, voilà, au final, moi j'en sais rien, mais peut-être que c'est vraiment le cas, peut-être que ceux qui suivent vraiment les Celtics, surtout avec les problèmes d'ambiance, ça n'est pas la même symbiose défensive. Mais bon, à quel point après Smart là-dedans responsable, on dirait que c'est le leader vocal. Bon, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup, hein, ce côté leader vocal, un peu comme Beverley, un peu l'aide du côté de Minnesota. Et je comprends qu'on accorde du crédit là-dessus. Moi, je sais que j'ai une politique qui est assez tranchée et assez dure, dans le sens où une vie de groupe, pour moi, c'est une boîte noire. On n'est pas dedans. On peut en avoir des interprétations. On peut sentir que certains sont plus leaders que d'autres. Mais bon, voilà, je suis pas dans le vestiaire, je suis pas dans le groupe, et je considère que pour des humains vivent très bien, ok, c'est peut-être bien qu'il y ait une voix charismatique. Est-ce que les autres voix qui sont à côté sont pas très importantes, et même pour plusieurs individus entre eux, pour que ça puisse le faire. Certes, il peut y avoir un effet de groupe, mais il faut quand même ce qu'on appelle les atomes crochus, hein. Kevin Garnett, grand leader vocal, il a un peu détruit psychologiquement certains joueurs. LeBron James, l'année en 2016, on disait c'est vraiment n'importe quoi, sa gestion passive-agressive avec David Blatt et tout. Bon, boum, ils vont au titre au bout avec Liu. Voilà, moi je crois qu'il y a un peu un côté des fois boîte noire, et on risque d'être un peu extrême. Moi, je sais que j'ai un peu du mal avec ce genre d'argument, parce qu'en plus je ne sais jamais trop comment les jauger. En tout cas, auprès des votants, c'est quelque chose qui marche très très bien. Ça, ce côté intensité, se jeter sur tous les ballons, l'énergie, la communication très spectaculaire entre guillemets. Ça, c'est quelque chose qui, auprès des votants et des fans même, marche très bien. Mais par exemple, on peut voir justement qu'un Beverley, ou c'est vrai, hein, cette année, ça a très bien marché à Minnesota. Une défense qui était souvent apathique et tout. Elle a ses défauts, cette défense. Il y a des moments où, en termes d'effort, c'est difficile. Mais je peux comprendre qu'on voit un vrai effet Beverley dans cette équipe de Minnesota. Beverley, son palmarès défensif, il est quand même assez en montagne russe, où des fois son style 10 fois trop agressif, un peu trop risqué et tout, soit en termes psychologiques, d'entente avec les autres joueurs, soit en termes simplement de jeu, ça n'a pas toujours marché, quoi. Donc pour moi, il faut le voir un peu des deux côtés aussi. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais, les attentes, la fatigue, je pense que ça, c'est un peu des biais, on les a un petit peu tous. Et en plus, souvent, je veux dire, s'il y a des attentes qui étaient un peu faibles,
Est-ce que ça vient pas un peu du fait qu'on sous-estimait le joueur avant, qu'on savait pas trop comment le gérer? Voilà, on a souvent tendance à voir les très bons rookies trop beaux trop tôt, parce qu'en réalité, en fait, on n'a pas un échantillon assez important pour voir aussi les quelques défauts qu'ils pouvaient avoir et qui vont les bloquer lors de leur deuxième année et qui réussiront peut-être à pallier en fin de deuxième année, en troisième année, voire en quatrième année, quoi. Donc, je pense que ça, c'est un peu un biais qui est inhérent à tout le monde. Et c'est ça qu'après, certains jouent volontairement sur cette corde très fortement, alors que, voilà, l'idée, c'est pas... Il y a cette idée que voilà, les trophées, ça devrait être un peu l'image d'une saison. Et ça aussi, je trouve que c'est un peu... Il y a déjà plein de choses qui peuvent être l'image d'une saison. Il y a plein d'éléments qui sont là pour ça. Voilà, là, des trophées, il y a une question un peu de ce qui se passe sur le terrain d'analyse, qu'on laisse un peu plus l'analyse parler que volontairement vouloir faire stricto sensu des trophées, des symboles de la saison, et que tel joueur représenterait cette saison qui convient, et que ça, comme ça, dans quelques années, on se rappellera d'eux. En plus, le problème, c'est qu'à la fin, c'est pour reprendre le terme anglais, c'est comparer des pommes et des oranges, et que quelqu'un dira je suis pas d'accord, l'autre dira ouais, moi je suis d'accord. Et voilà, il y a pas de débat au bout en fait. Oui, sachant que c'est pas forcément encore une fois quelque chose de mauvais, mais il faut avoir conscience que vouloir symboliser la saison en récompensant les meilleures équipes ou ce genre de choses, comme tu dis, en fait c'est un parti pris. C'est pas forcément la vérité. Il peut y avoir aussi le parti pris de dire non, on veut récompenser les individualités en faisant un peu abstraction de ce on veut récompenser les équipes. Tu sais, il y a un peu ce même problème avec toujours les mêmes discussions autour du Ballon d'Or aussi, où pendant 10 ans ça a été Messi et Ronaldo, sachant que il y a des fois on dit oui, mais là il y a telle équipe qui a gagné la Champions League, ça aurait été bien de récompenser le meilleur joueur. On pense à Schneider en 2010 avec l'Inter, etc. Bref, il y a un peu ce même truc avec le Ballon d'Or, mais encore une fois c'est pas un problème, mais c'est juste il faut avoir conscience que c'est un parti pris en fait, et donc du coup il peut y aussi avoir un parti pris inverse. Autre point que j'avais, un des derniers points, il y a au niveau de peut-être un peu plus du mérite de Smart ou pas, ou en tout cas du crédit qu'on peut lui donner justement. J'avais un peu moi cette idée de que je voulais mettre en avant de jeu à somme nulle, et notamment jeu à somme nulle, mais aussi finalement de crédit qui est une quantité finie. C'est-à-dire qu'on peut pas dire à chaque joueur ou à chaque défenseur qu'on a envie sur le moment de mettre en lumière, lui il représente 60% de toutes les performances de Boston, lui aussi. Non, au final on a que 100 points, on a que 100% à distribuer. Et donc c'est vrai que c'est là où j'ai un peu un problème, où on peut pas distribuer à outrance les bons points finalement, quoi. Il y a que une quantité délimitée de crédits qu'on peut donner. Et le fait est aussi que voilà, moi sur Twitter, il y a certains qui me disaient oui, mais là Boston meilleure défense de NBA cette saison, et Smart est responsable pour 50%, 60% de ce score-là, donc c'est normal qu'il ait le trophée. Bref, je pense pas, surtout que quand je vois que 2 jours plus tard, par exemple, et ça j'ai réagi aussi, mais quelqu'un qui sortait des stats défensives de Tatum contre Kevin Durant, en gros avec l'idée de vous avez vu, c'est Tatum qui a éteint Kevin Durant presque à lui tout seul sur cette série Boston-Brooklyn. Ça me va pas non plus, parce que les deux trucs se superposent pas trop, quoi. Tu peux pas donner une majorité du crédit à Smart et une majorité du crédit à Tatum et une majorité du crédit à Robert Williams. Enfin, au bout d'un moment, on va au-delà des 100%, quoi. Ça marche pas. Et donc c'est vrai que c'est un peu je trouve que c'est aussi passé au-delà des problèmes un peu de distribuer trop de bons points. C'est aussi passé à côté de ce qui est la vraie force de cette défense de Boston, c'est sa force collective. Et donc je comprends un peu le fait de vouloir soulever que il y a telle individualité qui est très bonne, telle ici aussi, etc. Mais le fait est que mettre un joueur trop en avant, pour moi, c'est pas si pertinent que ça, dans le sens où, en fait, c'est les schémas collectifs qui sont incroyablement impressionnants à Boston. Oui, non mais Tatum peut se permettre de défendre très proche de Durant, non seulement parce que Durant, avec l'âge et sans doute les blessures, est de moins en moins prompt à aller attaquer le panier, mais aussi parce que Tatum sait qu'il a derrière lui
s'il se fait un peu légèrement passer, quelqu'un qui va venir temporairement l'aider, freiner la pénétration de Durant pour que lui se replace. L'affaire de défense, comme on dit, on est souvent sur des schémas un peu proactifs et tout, c'est beaucoup une question de confiance, et qu'il y a toujours le risque en fait un peu de suraider à des moments en se disant oh là là il va pas pouvoir tenir, il faut que je vienne aider, etc. Non, c'est de savoir ce dont votre coéquipier est capable et n'est pas capable, ce que le schéma vous demande de faire, de ce que le schéma ne vous demande pas de faire. Et c'est vrai que voilà, le schéma collectif contre Kevin Durant, Tatum a pu se permettre une certaine agressivité parce que dès que Durant aurait pu être passé ou aurait été un peu dans ses spots, les zones qu'il préfère, en fait, il y avait un joueur qui venait immédiatement, temporairement, soit des fois carrément faire la prise à deux, ce qui a expliqué les nombreuses prises les dards de balles de Durant. Et à chaque fois, des moments, non, de juste paraître là en disant, non, je te laisserai pas aller contre Tatum en isolation d'un côté du terrain, côté ligne de fond, parce que je sais que c'est l'une de tes zones préférentielles, quoi. Et que non, on va te garder en tête de raquette. Et voilà, et Tatum le sait, et les autres sceptiques le savent. Donc, c'est vrai qu'il a fait un boulot, vraiment exceptionnel. Faut pas enlever ça aux joueurs non plus. Mais il faut comprendre que souvent, quand un joueur fait des choses exceptionnelles, il est placé dans un schéma collectif qui lui permet de faire cette chose exceptionnelle, quoi. Et que bon, comme tu dis, à la fin, c'est un jeu à somme nulle, et on peut pas coller forcément 100% du crédit à tout le monde. Mais il y a cette idée, surtout défensivement, que pour que les choses aillent bien, ça demande vraiment un collectif vraiment qualitatif, mais c'est aussi bien établi, quoi. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que tu peux pas, dans certains cas, dire mais Marcus Smart, si lui est responsable de tout. Dans d'autres cas, c'est Robert Williams qui nous a révélé la saison. Donc certaines individualités, Tatum comme tu viens d'en parler, et de l'autre côté dire aussi mais en fait c'est la force collective et c'est les schémas de Ime Udoka aussi qui ont fait la différence. Tu peux pas donner que des bons points à tout le monde, quoi. Au bout d'un moment, il y a une certaine quantité de crédit un peu limité à distribuer. Tout le monde peut pas être responsable de 95%. Et c'est pas grave, en fait, si Marcus Smart il est pas responsable de 80% de la défense des Celtics, c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il est nul. Et le problème que j'ai, moi, avec des gens qui me répondaient que si, il est quand même responsable de 50 ou 60% de ce qui est la meilleure défense NBA, j'ai envie de dire, mais du coup, tu penses que tout le reste, ils doivent se distribuer les 40% du reste, quoi. Mais même, est-ce que Marcus Smart a joué 60% des minutes de Boston cette saison? Voilà. Alors, je voulais te lancer aussi, parce que toi-même, tu avais fait un sondage, c'est ça, sur sur les responsabilités des joueurs, à quel point est-ce qu'on pensait qu'un joueur pouvait influencer le jeu, c'est ça? Oui, j'ai tendance à penser, oui, la NBA est un sport où les stars, les superstars ont un rôle extrêmement important. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais à des moments, j'ai tendance à trouver qu'on exagère le discours général, exagère un peu l'importance en fait que ces joueurs ont sur cette idée oui mais tel lui à lui tout seul il peut te porter en play-off. Parfois c'est vrai, mais quand même il faut remettre un peu les choses et ne serait-ce quand je crois que j'avais fait le sondage, il y a pas mal de monde qui répondait entre je sais plus si c'était entre 40, 50 ou 60%. Prenez déjà le nombre de minutes que le joueur est sur le terrain. Et vous verrez que je crois que le plus gros temps de jeu parmi les candidats au MVP, alors bon, il y a peut-être un Tatum, mais dans les Jokic, Giannis, Embiid et compagnie, je crois que c'était Jokic, et il était à 61-62% du temps de jeu global de Denver. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 40% du temps où il est pas. Et après, même il y a la question de l'attaque, de la défense, où c'est compliqué d'être partout, on peut pas être partout à la fois, quoi. Et ce qui fait que oui, alors en plus, comme je disais, ça c'était en attaque, on peut rendre des rôles extrêmement important, c'est ce qu'est l'héliocentisme. En défense, c'est beaucoup plus dur, et je peux vous garantir que le rôle de Smart n'est pas le rôle défensif le plus important dans la NBA à l'heure actuelle.
Oui, parce qu'en fait, en attaque, on peut prendre le ballon, être proactif et du coup avoir une influence sur l'action. En défense, on n'est pas proactif et donc Smart peut pas décider d'aller affecter telle ou telle action. En fait, il doit être dans le flot du jeu et de la défense et donc il y a pas mal de fois où le ballon il va pas proche de lui, quoi. Exactement. Et ça dépend, voilà, ça dépend de l'adversaire que vous avez face à vous, ça dépend de sa façon de jouer. Oui, Kawhi Leonard, saison extraordinaire contre Giannis Antetokounmpo lors des finales de conférence en 2019. Boom, projeté face aux Warriors en finale. Certes, ils gagneront, mais ça a été beaucoup plus compliqué défensivement. Il n'a pas du tout le même impact parce que les meilleurs joueurs de Golden State n'étaient pas vraiment sur ses positions favorites et le style de jeu beaucoup moins percutant mais beaucoup plus en périmètre et en faux mouvement de Golden State allait beaucoup moins avec ses forces aussi, quoi. Et d'ailleurs, tu parles de Kawhi Leonard, il y a eu un exemple comme ça, je sais pas si tu te souviens, quand il était aux Spurs justement, où sur un début de saison, l'attaquant qui était défendu par Kawhi Leonard allait toujours dans le corner et l'équipe développait de l'autre côté parce que c'était justement, on dit ben non, on veut pas du tout Kawhi impliqué sur l'action et donc ce qui faisait que je crois que c'est le defensive rating de l'équipe était moins bon quand Kawhi était sur le terrain. Enfin bref, un espèce de paradoxe comme ça, mais qui illustre bien ce côté. En fait, tu n'es pas proactif, tu ne peux pas décider autant qu'en attaque, tu peux même pas décider tout court. Donc forcément, tu as un certain plafond de verre en termes d'impact global, quoi, finalement. C'est ça. Et c'est là où on en est venu aujourd'hui à penser que l'impact loin du ballon est plus important que l'impact sur le ballon. Ce qui ne veut pas dire que l'impact sur le ballon est pas important, mais on commence à penser que l'impact loin du ballon est plus important parce que ça vous offre l'occasion, déjà les schémas proactifs vous demandent en fait de ne pas juste défendre votre vis-à-vis, mais de défendre, on va dire, un peu plus des zones, suivant où vous positionnez sur le terrain, et d'être assez élastique. Et ça, Marcus Smart est très bon là aussi. Mais est-ce que dans ce schéma des Celtics, c'est le plus? Peut-être pas. Voilà, on est dans une équipe qui a essayé de tout switcher en général. Même si là, contre Brooklyn, il y a eu beaucoup la volonté de garder Tatum sur Kevin Durant. Ça dépendait de qui était sur le terrain et tout. Mais voilà, c'est dans cette défense-là en particulier. Pour moi, je pense que on est sur des hiérarchies assez bien distribuées entre les joueurs. Tout à fait. Et ce que je trouve bizarre un peu dans ce genre de raisonnement, c'est que finalement, en fait, comment dire, en fait, il faut avoir conscience que si tu dis Marcus Smart, c'est 60% du crédit à donner à Boston, ça veut dire que dans le même temps, t'es un peu obligé mécaniquement de réduire l'impact de tous les autres, quoi, finalement. C'est ça. Ça marche un peu comme ça. Tu peux pas gagner sur tous les tableaux, entre guillemets. Et ça me rappelle un peu, il y a pas de lien direct, mais ça me fait penser à Jaylen Brown, justement, non pas sur la défense, mais sur son évolution de manière générale. Où c'est vrai qu'il y a une époque, on disait, il est quand même pas très impressionnant, quoi. C'était autour de 2018 ou 19 surtout. Il fait une mauvaise saison, il est pas efficace, il y a un mauvais esprit, parce qu'il est pas content de sa place dans l'équipe, la défense, elle est assez irrégulière, etc. Et c'est vrai que les fans de Boston disaient, mais non, il est quand même trop fort. Et le fait est que quand Kyrie est parti, ça allait beaucoup mieux, il a énormément progressé. Moi, le problème que j'ai, c'est que tu peux pas à la fois dire, en 2019, il était déjà très bon, et à la fois dire, il a fait des progrès de fou, en fait. Soit il était déjà très bon, et du coup, il était un peu dans la continuité, soit tu pouvais dire, non, mais en fait, il était pas top, mais effectivement, il a fait des progrès spectaculaires depuis 2-3 ans, quoi. Donc, il y a toujours cette idée de jeu à somme nulle, je trouve que parfois on oublie parce que on veut créditer l'un, on veut faire des compliments, et c'est vrai que on n'y pense pas toujours, quoi. Oui, à un moment, comme tu dis, il faudrait faire l'exercice. C'est qu'on a tendance à beaucoup parler relativement à, et pas assez peut-être dans l'absolu. Mais voilà, si vous mettez 60% à Smart, faites le travail sur l'ensemble des autres joueurs qui sont dans la rotation des Celtics. C'est ça, voilà. Du coup, vous êtes à quoi? À 8 à Robert Williams, 6 pour Horford, 7 pour Tatum, 5 pour Grant Williams. Ça paraît peu. Vous sentez bien à un moment que si vous le faites vraiment, ça va pas coller, en fait. Ouais. C'est un peu ça l'idée, ouais. Et c'est vrai que on a un peu pour boucler la boucle, par rapport à ce qu'on disait peut-être au début, l'envie de vouloir récompenser une bonne équipe, de part en lui donnant ce trophée-là. T'as évoqué aussi brièvement le cas de Phoenix, qu'on aurait pu, certains voulaient récompenser en donnant le MVP à Devin Booker. Mais c'est vrai que
c'est bizarre parce qu'on parle toujours notamment de cette équipe de Détroit en 2004 comme une équipe un peu un modèle ou en tout cas un point de référence assez important parce qu'il y avait aucune superstar et que la force c'était le collectif. Et on n'a aucun problème à évoquer ça, même à l'ériger en modèle, en se disant est-ce qu'il y a forcément besoin d'avoir des méga superstars? Est-ce que il y aurait pas, est-ce qu'on peut pas gagner le titre finalement avec un plateau de très très bons joueurs et surtout avec un collectif? Donc voilà, de ce côté-là, pas de superstar offensif, pas de problème. Et pourtant, on a un peu ce blocage de comment dire, en tout cas certains ont le blocage de pas faire le raisonnement jusqu'au bout en défense pour le coup et de dire oui, en fait, c'est possible que Boston soit absolument la meilleure défense de cette saison de manière claire et nette en étant hyper impressionnant et pourtant sans avoir le meilleur défenseur de NBA dans ses rangs quoi. On l'accepte totalement pour l'exemple de Détroit en 2004. On a un peu plus de mal, je trouve, parfois à le faire pour la défense, où on a envie de récompenser la meilleure défense en disant mais non, mais c'est lui le meilleur défenseur parce que c'est la meilleure défense, alors que non. Et c'est un peu pour retomber aussi sur ce que tu disais tout à l'heure. Ok, Boston, en fait, ils ont pas le meilleur défenseur de NBA, mais en fait, ils ont peut-être 5 des 30 meilleurs. Je sais pas, je dis n'importe quoi. 5 des 30 meilleurs et 10 des 100 meilleurs défenseurs de NBA. Et finalement, c'est un peu ce que tu dis aussi pour l'équipe de Phoenix, quoi. T'as pas forcément besoin d'avoir le meilleur. Si t'as 5 des 30 meilleurs, c'est déjà excellentissime, en fait. J'ai rien à rajouter, c'est ça. T'as rien à rajouter. Bon, à moins que tu aies des choses un peu sérieuses à rajouter. Ouais, un dernier truc sur Smart, il y a aussi quelque chose qui me gêne. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, il me semble que je l'ai pas évoqué, de ce côté du différentiel sur et en dehors du terrain. Ce qui me gêne un peu avec Smart, c'est que en fait, dans sa carrière, si on regarde le côté la défense des Celtics quand il est sur le terrain, la défense des Celtics quand il est en dehors, on n'a jamais de grosse différence. Je crois que son moins bon différentiel, c'est 0, neutre totalement, en 2019 et 2021. Et le meilleur, c'est cette année, c'est -2. Et c'est pas, même pour un défenseur extérieur, c'est pas le genre de balancier auquel on s'attend en général pour un défenseur de l'année. Alors après, bon, voilà, la limite, c'est de se dire, mais attends, c'est la meilleure défense, Antoine, cette année, les Celtics, et le bon aussi très bon défensivement, donc pourquoi chercher absolument ce différentiel si on est, quoi qu'il arrive, sur un niveau excellent? Mais le truc, en fait, ce qui me gêne, c'est que ça n'a pas toujours été le cas, quoi. Smart, l'année dernière, c'est 0 de différentiel, et quand il était sur le terrain, c'était une bonne défense, mais pas beaucoup plus, quoi. Et voilà, en fait, avoir un joueur qui, dans sa carrière, n'a jamais fait de gros différentiels, alors qu'il a été, certes, à des moments dans d'excellentes défenses, à des moments dans des défenses beaucoup plus moyennes, et que cette équipe de Boston, en plus, certes, elle a des points communs, mais elle a quand même pas mal changé avec les années. Le rôle de Smart, entre le titulaire, 6e homme, lui aussi a pas mal évolué. Il y a eu, voilà, une équipe comme cette année sans points faibles, des années où il y avait quand même plus de points faibles, des schémas différents, qu'on n'ait jamais, je trouve, ce différentiel très fort. Alors voilà, ça reste une statistique, je m'en méfie aussi, je veux pas la faire parler, en faire CQFD, voilà, c'est comme ça. Mais de loin, ça respire, ça sent pas énormément le défenseur de l'année. Pour donner un exemple, Kawhi Leonard aux Spurs, qui était globalement une excellente défense, quoi qu'il arrive quand il était sur le parquet Leonard, on est sur des différentiels de -5, -6, -4, -5. Même y compris des années où il y avait plus Tim Duncan. Hein. Et des années où il y a plus Tim Duncan. En 2018, c'est -9, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. 2017 peut-être, parce que 2018, je crois que c'est l'année où il est blessé, mais bref. Ah oui, t'as raison. Et d'où le gros différentiel. Non, par contre, 2017, c'était l'année où c'était moins bon.
Mais on a quand même quelques années où les marqueurs sont assez impressionnants. Alors peut-être qu'il était juste associé à un temps de jeu à une certaine personne. Et voilà, si vous allez sur Jimmy Butler, vous verrez aussi des chiffres assez importants alors qu'il a évolué dans des contextes très différents. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'au-delà même du débat théorique qu'on a fait, ou des idées qu'on a avancées sur l'importance de protéger le panier, et du coup l'importance de l'intérieur défensif par rapport au meneur ou par rapport à l'extérieur, tout ce débat-là théorique, même au sein des extérieurs, finalement, Smart, c'est pas la transcendance absolue comme certains ont pu l'être. Ouais, le mot transcendance, c'est peut-être bien choisi dans le sens où, encore une fois, j'ai pas du tout de problème avec Smart, first defensive team. Oui, bien sûr. Je veux dire, je considère qu'à son poste, il est vraiment très bon. Mais si on revient à tout à l'heure, où est-ce que c'est l'exception qui peut aller se mêler au pivot, les exceptions qui ont été simulées, voilà, tout de suite, quand on commence à aller un peu gratter, on voit en général des impacts statistiques très forts. Et voilà, il y a en général ce qui fait que j'accepte l'exception et tout. Mais c'est juste pour dire que du côté de Smart, venant d'un défenseur de l'année qui est capable de suivre au même niveau que les intérieurs, quand j'ai vu ça, j'ai été quand même surpris et je m'attendais à mieux, quoi. Et donc tu parlais de Kawhi Leonard, tu commençais aussi à évoquer Jimmy Butler. T'as d'autres exemples comme ça de joueurs où ils ont pu justement transcender ce truc de les extérieurs ont moins de valeur en général que les intérieurs? Il y a eu Kirilenko, à une époque un peu plus vieille. Est-ce que Scottie Pippen peut-être? Je sais pas. Scottie Pippen, ouais. Mais si on remonte tous les Scottie Pippen, justement, on profite qu'en fait Ben Taylor. Voilà, défensivement, on retrouve ce joueur capable de jouer sur les 5 positions et aussi de prendre des rôles différents. Et il y a ce côté un peu Draymond Green de pouvoir couvrir des zones extrêmement fortes du terrain et d'être les Bulls avaient un système qui était assez agressif, très agressif même pour l'époque, peut-être pas autant que les Sonics mais pas loin, et Pippen était un rouage clé parce que un peu comme LeBron James avec le Heat entre 2011 et 2014, il y avait ce côté véritable second protecteur d'arceau mais mobile et tout. Et en général, quand on parle des excellents ailiers, bon c'est un peu moins le cas de Kawhi Leonard, mais il y a vraiment ce côté. En fait, ils sont aussi très bien capables de défendre la raquette, et c'était le cas de Kirilenko par exemple aussi. Est-ce qu'on peut faire une autre séparation même entre les intérieurs intérieur extérieur, d'accord, mais est-ce que même au sein des extérieurs, on peut pas dire que en fait finalement il y a 3 catégories à hiérarchiser entre les intérieurs qui ont généralement plus d'impact, les meneurs arrière plus petits et moins switchables tout en bas en troisième, et finalement entre les deux, il y a quand même les ailiers, les wings, qui sont un peu plus proches des intérieurs que peuvent l'être des meneurs. Est-ce qu'on peut faire cette réflexion ou pas? On peut, avec des joueurs qui vont un peu transcender ces frontières, quoi. Je veux dire. Parce que je pose la question, parce que les Kawhi Leonard, les Scottie Pippen que tu nous cites, on est quand même entre les deux, qu'on est plutôt sur des ailiers que des vrais meneurs arrière, quoi. Voilà, un Wade, pour citer pour le coup un joueur un peu plus petit, un Wade de la première époque avait ce côté seconde protection d'arceau qui était là aussi et qui était très bonne. Mais bon, on sent bien que plus on descend en termes de position, plus c'est difficile. Et voilà, le différentiel de Wade pour le coup, il est pas extraordinaire parce que plus vous êtes capable de devoir défendre sur des joueurs petits et mobiles, vous demandez d'être un facteur dissuasif sous l'arceau, c'est quand même extrêmement compliqué à demander, quoi. Et après, voilà, il peut exister des schémas un peu différents où on va vous demander autre chose. Typiquement, voilà, c'était le cas de Peyton du côté des Sonics, où on demandait, où George Karl a mis en place une défense hyper agressive, mais vraiment hyper agressive, un peu pour contourner les défenses illégales de l'époque. Et Peyton avait un peu ce rôle de, non seulement sans doute un peu de moteur, mais aussi d'être celui qui, dans ce chaos, était capable de voir les bonnes lignes de passe et tous les points où il fallait combler. Mais voilà, ça reste quand même difficile pour ces joueurs qui sont un peu limités au niveau de leur taille, d'aller demander en fait
d'être un facteur dissuasif sous l'arceau, ce qui est en général le rôle le plus important dans une défense. Est-ce que si je parle de Gerald Wallace, est-ce qu'on peut l'inclure ou est-ce que tu t'y connais pas assez? Je connais pas assez. Je crois qu'il a fait 2e au Défenseur l'année 2010. Il y aurait un rôle aussi à la Josh Smith, époque Atlanta là-dedans. Josh Smith en bon peut-être du coup. Oui, il y avait ce côté, on disait Josh Smith, il y avait ce côté couteau suisse en défense. Mais c'est ça qui était Gerald Wallace pour le coup à l'époque. Mais j'ai pas, pour le coup je vais respecter tout ce qu'on a dit avant. Je les ai pas vus, j'ai pas lu d'avis à l'époque qui pouvait me faire pencher. Donc écoute, si vous, chers auditeurs, vous avez des matchs de 2010 de Charlotte, envoyez-les. On y jettera un coup d'œil. On peut dire ça. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Donc, non, pour de vrai, au premier degré, si vous en avez, donnez des liens. Moi, ça m'intéresse. Ok. Là-dessus, si est-ce qu'on a pas d'autres choses sérieuses, très sérieuses à dire, on peut enchaîner sur quelque chose de moins sérieux, peut-être. Un petit jeu. C'est pas ce que c'est, donc ça m'intrigue. Non, mais c'est quand même à moitié sérieux, mais ça n'est que pour le coup de l'opinion, donc on n'est plus dans l'analyse. Justement, j'ai voulu un peu faire la liste des défenseurs très intéressants de cette saison NBA, et je vais te les proposer en duel face à Smart, et tu vas me dire si tu préfères Smart ou l'autre. D'accord, ok. Et ça peut être, ça dépend, ou je sais pas. Ok. Pour qu'on essaie un peu de situer où est-ce qu'on place Marcus Smart après tout ce qu'on a dit. Par exemple, très simplement, Marcus Smart contre Gobert. Marcus Smart, Antetokounmpo. Jarrett Allen et Evan Mobley. Allen et Mobley. Ouais, donc tout ce profil d'intérieur, je peux peut-être passer. Et on comprend que t'es quand même plutôt côté intérieur, si je dis pas de bêtises. Ouais, tu vois, je pense que j'irais même poser la question avec un Jakob Poeltl, quoi. Ouais. Vraiment sous-estimé dans son rôle défensif face à Antonio. Mais s'il est mobile, il est mobile. Et clairement, il y a un périmètre quand même défensif qui reste limité par rapport à un défenseur ultra polyvalent comme Smart. Il y a de quoi un peu se poser la question, mais voilà, je pense que Poeltl, alors bon, il évolue dans une équipe aux Spurs qui a du personnel de ce côté-là du terrain, mais pour moi, il reste le rouage clé. Là où Smart est l'un des éléments clés, mais de la meilleure défense de la ligue. Mais bon, il a de la valeur structurelle de protéger le panier et tout ce genre de choses, quoi. C'est ça. Jaren Jackson Jr., etc. Je passe du coup peut-être. Embiid, Bam, etc. Ok. Intéressant parce que tu l'as tweeté. Alors je sais pas à quel point c'était au premier degré ou pas. Marcus Smart ou alors Ford? Parce que j'explique, t'as fait un petit tweet très content pour le meilleur défenseur de Boston. 2 points alors Ford. Je sais pas. Il me semble que alors Ford est, comme je disais, c'est l'un des joueurs les plus attaqués sur isolation de cette saison, mais il a plutôt vraiment bien tenu. C'est du ciblage par design, quoi. C'est pas non plus subi. Oui, et bon, malgré tout, dans une défense qui switch, à un moment, vous décidez d'attaquer quelqu'un, quoi. Bon, souvent, ça va être, comme je disais, vous décidez souvent d'attaquer les postes 5, ça, c'est dans l'écosystème de la NBA, et il a été très bon là-dedans. Tu peux dire, je sais pas. Je sais pas. D'accord, donc ton tweet était au premier degré et demi, alors. Oui, c'est pour ça qu'après, je disais quoi. C'est... Ouais. Alors, du coup, autre qui m'intéressait beaucoup, Smart ou Tatum? Et c'est là qu'on voit la vraie force de Boston, qui est que c'est pas d'avoir le meilleur défenseur, c'est d'en avoir plusieurs de excellente qualité. Je crois que je dirais Smart. Ok. Un autre qui m'intéressait beaucoup aussi, Smart ou Michael Bridges? Parce que pour le coup, c'est pas le même rôle. Smart. Ouais. Okay. Bridges peut avoir ce côté Kawhi Leonard étouffant d'un individu et bon aussi loin du ballon. Mais je trouve que dans la polyvalence des rôles, je trouve qu'un Smart est plus polyvalent dans ses rôles qu'un Michael Bridges. Je me trompe peut-être. Je l'affirme pas avec beaucoup de sérénité, mais c'est la vision que j'en ai en tout cas. Moi, je suis un peu moins chaud que tout le monde sur la défense on-ball de Michael Bridges, mais ce n'est pas le sujet. Et puis c'est pas de beaucoup, on va pas se mentir non plus.
Smart ou quelqu'un que t'aimes beaucoup, Jared Vanderbilt? Jared Vanderbilt est très bon dans un rôle assez précis. Et ça revient en fait à la comparaison avec Puttle que je faisais tout à l'heure, quoi. Mais voilà, Vanderbilt brille particulièrement dans cet écosystème défensif des Wolves, mais qui est une certaine défense. T'es pas sûr que ça puisse se transposer ailleurs? Disons que, tu vois, c'est bête, ça pourrait se transposer ailleurs, mais de manière beaucoup moins importante, et ce qui fait que, en fait, le joueur serait moins rentable défensivement, et on se dit, bon, mais vu la qualité offensive du joueur, est-ce qu'il aura un tel temps de jeu, quoi? Ouais. Tu vois, c'est là où le lien entre attaque et défense commence à venir, et que pour être le meilleur défenseur, il faut quand même rester sur le terrain, et si vous n'êtes pas assez bon en attaque, bah vous restez pas sur le terrain. Voilà, c'était un peu le débat à l'époque de Tony Allen. Et je crois que je pencherais quand même pour Vanderbilt. Je crois qu'avec ce que je viens de dire, je penserais pour Smart, parce que j'ai la garantie que Smart, dans n'importe quel contexte, il pourra avoir 6 minutes, il pourra impacter, il pourra avoir tout ça. Vanderbilt, je crois que je vais dire je sais pas, mais... Ok. J'avais pas prévu de te poser la question du coup, mais Smart ou Dorian Finney-Smith? Smart, je crois. Ok. Un qui m'intéresse aussi, c'est Smart ou Matisse Thybulle, finalement? Smart aussi. Ok. C'est... Thybulle a... Je pense que je suis d'accord. Thybulle a un côté... un peu pas pareil, hein. Il y a un peu ce côté de Beverley, agent du chaos, qui est un peu à double tranchant. Et ça coupe plus d'un côté que de l'autre, soyons honnêtes, mais ça coupe un peu aussi quand même de l'autre côté, quoi. Alors qu'avec un Smart, en fait, vous dites non, il n'y a pas de double tranchant, c'est une lame avec un tranchant, il n'y a pas de problème, c'est du côté que je veux l'utiliser, c'est nickel, et du côté où je veux pas l'utiliser, ça me piquera pas, quoi. Ça me coupera pas, plutôt. Je trouve que tout ce qui est protection d'arceau, le low-man et tout ces, même la dureté au poste bas ou ce genre de défense sans ballon, je pense que je préfère Smart que Thybulle, qui est peut-être plus à l'aise et plus mobile sur certains écrans, ce genre de choses. Je pense que je prends Smart aussi. Alors j'en ai deux derniers. Siakam. Je vais prendre Siakam. Pour la valeur structurelle d'être un intérieur qui fait plus de choses. Et polyvalent aussi. Ouais. Siakam est un défenseur très polyvalent qui peut être mis dans différents rôles. Donc ça, plus le facteur de l'avantage de la position, parce qu'avoir cette flexibilité, Smart, comme je disais, très flexible, vous le ferez pas défendre en drop face à certains joueurs non plus, quoi. Avec Siakam, vous pouvez. Donc voilà, Siakam a vraiment ce côté vraiment très couteau suisse, avec des couvertures défensives qui peuvent être très différentes, quoi. Et puis donc le dernier, bizarrement on n'a pas encore cité son nom de tout le podcast, mais il fallait le faire. Marcus Smart ou Jrue Holiday? Smart quand même. Jrue Holiday, pour moi ça revient un peu on revient un peu au débat avec Michael Bridges, en fait. C'est Smart Holiday peut vraiment être un stopper au sens vraiment pur où on l'entend, et DeRozan en fait un peu les frais en ce moment. Quoique Holiday aussi avec Lavine, suivant les séquences, suivant les matchs. Mais je trouve que si ça reste un bon défenseur loin du ballon, je vais préférer Smart loin du ballon que Holiday. Holiday, c'est l'un des meilleurs défenseurs sur le point d'attaque, avec un peu de polyvalence en plus en termes de position, sur des joueurs assez mobiles et sur des joueurs plus costauds. Mais loin du ballon, je préférais Smart. Donc, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Je trouve que c'est un peu dommage de... En même temps, je comprends, mais de réduire toujours une course en tout cas un duel entre deux défenseurs à qui défend le mieux notamment sur le ballon. C'est vrai que pour le coup, je préfère Jrue Holiday, pas de beaucoup, mais en tant que défenseur sur le ballon et même en tant que défenseur polyvalent sur le ballon. Mais c'est vrai que l'impact de Smart, pour le coup, une bonne partie de la valeur de Smart, elle est aussi sans ballon. Et là-dessus, je le trouve meilleur que Jrue Holiday, effectivement. Mais voilà, la fin de ce petit jeu
basé sur de l'opinionnisme pas très important, mais c'était quand même assez sympa. Bon, ben, en tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu parler avec moi de Marcus Smart et plus généralement de ce trophée. Merci de l'invitation. C'est un plaisir comme à chaque fois. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Bon, voilà un peu ce qu'on avait à dire sur Marcus Smart et j'espère que on n'est pas apparu trop négatif sur Marcus Smart. Je crains que certains fans de Boston nous le reprochent un peu, mais bon, c'est le jeu aussi. Et encore une fois, c'est pas tant le niveau de Marcus Smart qui est remis en question, mais plutôt la valeur d'un tel profil comparé à d'autres profils peut-être plus valuable. Et c'est vrai que moi, en plus, d'un point de vue très personnel, pour le coup, je suis vraiment très content de voir Marcus Smart non seulement à ce niveau, mais en plus remporter le trophée, parce que je crois que ça reste encore le meilleur défenseur que j'ai jamais scouté au niveau de la draft. Et pourtant, j'en ai fait pas mal, hein. J'ai étudié pas mal de joueurs en préparant des drafts, mais vraiment, Marcus Smart, c'était un délire déjà en 2014. D'ailleurs, je me demande si ça vaudrait pas le coup que je reposte cette fameuse vidéo de scouting de la draft 2014 que j'avais fait sur lui. Je le ferai peut-être à l'occasion. Mais bref, la prochaine fois, on va parler, je pense, de Rudy Gobert, mais pour le coup, pas du tout sous l'angle du défenseur de l'année, vous verrez, ce sera une émission à moitié en mode détente et à moitié quand même un peu en mode fun théorique et en réflexion, puisqu'on est quand même sur le Basket Lab, donc on aime bien se prendre la tête, évidemment. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci encore Antoine d'être passé, évidemment. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.